Quatrième sortie de la semaine, mesdames, messieurs, bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore à cette émission Horizon midi entre 10h et 12h sur les antennes d'Horizon 3 Télévisions. Le plaisir, mais alors le grand plaisir est le nôtre de vous savoir très nombreux scotchés à votre écran pour justement écouter l'ensemble d'actualités qui seront décryptées sur ce plateau. Les détracteurs de l'information qui encore pour ce jeudi répondent présents à l'appel de leur devoir, le devoir d'éduquer, d'informer, même de sensibiliser tout en respectant la déontologie et même l'éthique qui encadre le milieu journalistique dans notre pays. Yvan Améni, juste à ma gauche, est encore avec nous ce matin. L'intrépide ressortissant de la région de l'Ouest Cameroun, il aura ainsi la lourde responsabilité de décrypter, même d'analyser les sujets assez pertinents qui lui seront alors déposés sur sa table. Juste en face de lui, le ressortissant représentant de la région du littoral, Julio Axel Job, fièrement détendu. On connaît justement ses analyses avec beaucoup de dextérité, avec maestria. Il est encore des nôtres ce matin pour justement édifier la lanterne de ces téléspectateurs que vous êtes. Romaric Noafé, l'unique étoile du drapeau camerounais, j'ai l'honneur, le bonheur et même encore le privilège de modérer les échanges de ce matin. C'est une forte équipe de la production mobilisée pour la réussite exceptionnelle de cette autre production d'Horizon Midi. La suite, c'est tout de suite. A été beaucoup commenté ces dernières 24 heures au Cameroun. Nous avons choisi les plus pertinentes justement pour édifier la lanterne de ces téléspectateurs, mesdames, de plus bien sur la table d'Horizon Midi. Yvan Améni, bonjour. Une fois de plus, c'est bienvenu. Bonjour Romaric Noafé, bonjour à Julio Axel Diop, bonjour à tous ces Camerounais qui de plus en plus se mobilisent à regarder les programmes d'Horizon 3 Télévision. Bonjour à tous les militants et sympathisants des différents partis politiques du Cameroun. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau d'Horizon Midi Yvan Améni, avec ce comité disciplinaire de la Confédération africaine de football qui a tout simplement, je ne vais pas dire blanchi Samuel Eto'o, mais il n'y a que la requête qui avait été introduite contre lui est irrecevable. Oui, justement. Bon. Elle a été irrecevable en tout cas. Droit, ils ont dit on s'y attendait. Ils ont dit le droit, même s'il fallait rester sur le respect des textes au niveau de la CAF en principe, Samuel Eto'o devrait être sanctionné, mais on reste sur le verdict qui a été donné plus tard parce que les textes sont clairs. Lorsque vous êtes président d'une fédération de football, vous n'avez pas le droit d'être l'égérie d'une marque ou encore d'une entreprise de publicité et autres. En fait, vous pouvez plutôt amener la fédération camerounaise de football à signer des partenariats avec ces différentes entreprises ou encore avec ces différentes entités. Mais vous, en tant que personne, vous n'avez pas le droit d'être égérie de ces différentes marques. Mais on reste sur ce que le droit, ils sont plus aguerris en termes des questions de droit, plus que nous autres, puisque nous ne sommes pas des juristes à la base. Donc on reste sur ce qui a été donné tout simplement. Julio Axel Diop, juste en face de vous, bonjour et bienvenue Julio. Bonjour Romaric, bonjour Yvan, bonjour à ceux qui nous regardent ce matin. C'est un plaisir de vous avoir. Vous avez écouté, certainement, c'est un sujet d'entrée aussi choisi pour édifier les Camerounais. Est-ce que vous croyez véritablement que le droit a été dit au Caire en Égypte hier? Je ne suis pas juge en tout cas. Si les juges disent que le droit a été dit, c'est qu'il a été dit. Je ne vois pas Samuel Eto'o corrompre tout un continent. Donc, si, il ne l'a d'ailleurs pas fait. Si le jury cesse, enfin, il y a des langues qui s'élèvent pour dire qu'il a corrompu certains juges, je ne sais trop quel pays. S'il a atteint ce niveau de puissance, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que le Cameroun a un grand enfant. Si Samuel Eto'o est capable d'influencer un jury de toute une confédération africaine de football, alors là, c'est magnifique. Mais toutefois, je pense que il pourrait tomber pour autre chose, mais pour des petits chefs d'accusation comme celle-là, c'est mal connaître l'homme. Samuel Eto'o. Ce qui gêne, c'est que c'est un président d'une fédération atypique, c'est-à-dire particulier.
Jamais on a entendu autant de bruit autour d'une fédération, jamais surtout au Cameroun. Mais comme il s'agit de Samuel Eto'o, il draine avec lui une forte réputation et dont tout ce à quoi il touche intéresse forcément tout le monde. Du coup, ça donne ce que ça donne. C'est actuellement le président d'une fédération camerounaise de football avec le meilleur bilan. Ça, les gens ne peuvent simplement pas ouvrir les yeux pour s'en rendre compte. Mais comme c'est Samuel Eto'o, on en demande plus. D'ailleurs, je vois les gens lui demander des bilans tous les jours. Ils sont incapables de demander des bilans à un régime qui les gouverne, il les martyrise depuis 42 ans. Mais au bout de 2 ans, on demandait un bilan à Samuel Eto'o. Parce que c'est Samuel Eto'o. Au fond, je vous dis, c'est le président avec le meilleur bilan jamais réalisé à l'Africa Foot. Je m'abstiens de dire que c'est un Églysien qui parle. Non, absolument pas. Je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas de preuves. Je ne l'ai pas dit. Les faits sont têtus. Je vous dis et je maintiens qu'au-delà des fanfaronnades des uns et des autres sur les plateaux de télévision, c'est le meilleur président que l'Africa Foot ait jamais eu. Voilà. Mais comme Samuel Eto'o, les gens sont beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus exigeants. C'est en termes de bilan, c'est écrasant. Il n'y a pas son pareil. J'ai vu une publication d'un autre oiseau sur Facebook l'autre jour. Un autre oiseau. Mais c'est comme ça qu'on appelle les gens qui passent le temps à pérorer. D'accord. J'ai vu une autre publication d'un autre qui disait que le meilleur président d'Africa Foot ait jamais eu, c'est Tombi Aroko, parce que c'est en son temps qu'on a gagné la dernière CAN. Non, un meilleur président n'est pas forcément celui qui gagne les Coupes d'Afrique des Nations. Je suis désolé. C'est celui qui révolutionne. C'est celui qui essaie de structurer le football en interne, pas qui va par un coup de baguette magique gagner une canne. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça l'indicateur. L'indicateur, c'est le désir de transformer le football local. Jusqu'ici, la meilleure politique qui a été mise sur pied, celle de Samuel Eto'o. Mais quand on a des opposants à l'évolution en interne, que voulez-vous? Samuel Eto'o est simplement victime du fait qu'il arrive dans un contexte où personne ne veut du changement, c'est tout. Voilà, tout à fait. Hein, et vous êtes assez sérieux et serein sur cette question, les problèmes. Ils sont aux gens que sur les cas de Samuel Eto'o, je suis lucide. Voilà. Rien à voir avec. Gardez la parole, Julie Arcel Diop, pour partager avec nous votre fait d'actualité. Je n'ai pas de qualificatif pour vous taquiner. Vous pourriez, non, du tout. Vous pourriez. Quand j'aurai les qualificatifs, je le ferai. Vous pourriez, que je m'en ficherais pas mal. Allez-y avec votre fait. Voilà. Donc, il faut parfois remettre ce type votre fait d'actualité, Julio. Oh oui, aujourd'hui, c'est un fait d'actualité d'emprunt parce qu'il a été. C'est un conseil qui a été demandé à quelqu'un d'autre et la personne n'ayant pas pu apporter les solutions ou des réponses. Je me permets également de le mettre ici pour que votre lanterne éclaire le concerné. C'est un monsieur qui a une certaine aisance financière et qui est pris sous le charme d'une jeune demoiselle qui, dit-il, est assez belle, donc il veut pouvoir bâtir une vie avec elle, mais sauf que quand elle a connu, je rappelle qu'elle aussi travaille, elle lui a dit qu'elle sortait déjà avec un homme marié, mais qui s'occupe bien d'elle. C'est-à-dire, il y a le soutien minimum, il est bien, il n'a pas de problème, elle n'a pas de problème, le monsieur qui est marié gère. Et donc, le monsieur, au début, a accepté la situation, mais il lui a dit, ok, ce qu'il te donne, je peux te le donner. D'ailleurs, on peut même ménager ensemble. Et puis, voilà, il a pris une maison beaucoup plus grande pour l'accueillir. Il pense assurer le rôle ou assumer ce que l'autre faisait. Donc, il estime que comme il le fait déjà, il faut que la femme s'éloigne de l'homme marié. Mais la femme n'arrive pas à s'en éloigner. Elle le voit encore comme quand il n'y avait pas les efforts déployés par son actuel fiancé. Et quand il se plaint, elle lui dit, bon, écoute, pour que cette situation change, il faut que tu m'épouses. Tant que tu ne m'as pas épousé et que le monsieur en face voit que je ne suis pas encore marié, il ne lâchera pas prise. Et depuis qu'il sait qu'ils sont ensemble, il a renforcé d'ailleurs sa présence auprès de cette jeune dame-là, ne voulant pas la laisser partir. Donc, la dame elle-même, le monsieur a l'impression que la femme ne veut pas du tout se détacher de ce monsieur-là, alors qu'il dit qu'il fait déjà tout ce qu'il estime que l'autre faisait. Donc, il veut savoir quoi faire, comment se comporter, si c'est une femme avec qui il peut continuer ou s'il y a des astuces pour stopper cela, ou alors s'il est nécessaire qu'il aille jusqu'au mariage. Voilà les questions qu'il se pose et auxquelles peut-être qu'il est possible de lui apporter des réponses sur ce plateau aujourd'hui. Yvan Béni, vous avez écouté la question, peut-être pour faire la synthèse de cette histoire que Julio apporte sur la table ce matin. C'est une jeune demoiselle qui entretient une relation amoureuse avec un monsieur assez aisé financièrement, et voilà, qui prend naturellement soin d'elle et qui va même au-delà de ce à quoi elle s'attendait, sauf qu'un autre, mais celui-là est marié, un autre non marié est tombé sous le charme effectivement de la jeune femme, également nantie, et qui dit vouloir faire même des choses au-dessus de ce que l'homme marié fait,
Et actuellement, il a accepté de vivre, d'aménager avec la jeune fille. Sauf qu'elle dit au monsieur qu'elle souhaite se faire épouser. Sinon, l'homme marié va continuer de lui mettre les bâtons dans les roues. Maintenant, l'autre veut savoir comment est-ce qu'il doit s'y prendre. Parce qu'il a l'impression que le rapprochement devient de plus en plus consistant. C'est quand même grave en fait. Pourquoi? Parce que il y a des hommes quand même dans la société. Il veut savoir si elle peut épouser cette femme-là. Il y a des hommes quand même qui... Je voulais demander s'il est bête. Non, Non, ça c'est, je dis bien, ça c'est ce à quoi je pensais. Ah, ok, en fait. Voilà. Il y a des hommes dans la société camerounaise qui ont quand même le gros cœur. Donc vous voulez accepter l'infidélité d'une femme avant de l'épouser. C'est ça en fait, parce que le monsieur dit, il est clair que la femme en fait lui dit que pour davantage officialiser leur union ensemble, il faudrait que le monsieur épouse la dame en question. Donc vous voulez épouser une femme, vous acceptez officiellement l'infidélité d'une femme et vous l'épousez en fait. Ce type de femme, même si vous vous mariez avec elle, automatiquement, Ça n'aboutira pas. elle ira toujours dehors. Donc que le monsieur prenne son mal en patience, qu'il sache qu'il est tombé sur la mauvaise personne. Il dit être très amoureux d'elle. Il est plus amoureux que qui? Vous n'avez pas de tomber amoureux. Je ne sais pas comment ça se passe. L'amour fout tout le monde. Tout le monde arrive à être amoureux, fou amoureux dans sa vie. Ça arrive dans le quotidien de bon nombre de citoyens chaque jour. Le monsieur en fait doit savoir tout simplement qu'il est tombé sur la mauvaise personne. Et c'est le moment pour lui de se dire qu'en fait, il doit passer à autre chose. Surtout qu'il est encore très jeune. Parce que dans ce genre de situation, rester encore dans l'euphorie, dans les mois et autres, ça va vous entraîner même dans la mélancolie, la consternation et autres en fait. Donc le monsieur doit savoir tout simplement qu'il est tombé sur une mauvaise personne. Comment s'y prendre? Est-ce qu'il doit se lever un matin, rompre la relation, dire à la jeune femme, je n'ai plus besoin de vous? Encore que se mettre en couple avec les hommes mariés, c'est un fantasme pour bon nombre de femmes. Il y a des femmes qui, à un certain stade de leur vie, ne se mettent en couple qu'avec les hommes mariés. Parce qu'elles estiment en fait que les hommes mariés ont moins de stress. Il y a moins de problèmes, moins de pression. Puisque parfois, ces hommes mariés, lorsqu'ils vont dehors pour chercher certaines femmes, ils sont juste à la recherche d'un plaisir qu'ils n'ont pas parfois à la maison avec leur compagne tout simplement. Il n'y a pas tellement d'exigences et autres en fait. Il y a des femmes que c'est leur fantasme de se mettre en couple avec les hommes mariés. Donc même si le monsieur décide d'épouser la dame en question, ça sera l'une des erreurs les plus, je sais pas, l'un des choix les plus difficiles tout au long de sa vie. Parce que une femme qui se met en couple avec un homme marié, un homme marié qui vous donne de l'argent, qui fait tout pour vous, c'est facile pour que cette femme-là sorte dans ce type de relation amoureuse. Sauf qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre qui lui donne même d'ailleurs l'argent au-dessus de ce qu'elle perçoit chez l'homme marié. Donc vous vous couchez sur un lit avec une femme et vous savez pertinemment que lorsqu'elle va chez cet homme marié là, automatiquement, il y a des choses qui se passent. Ben, le monsieur est même courageux, hein, parce qu'on fait comment pour se coucher sur le lit avec une femme et que pertinemment vous savez qu'en fait, la dame c'est en question, je ne suis pas le seul avec qui on se retrouve parfois dans la chambre pour certaines choses. Donc vous avez les preuves tangibles et concrètes qu'en fait il y a une autre personne qui goûte également à votre sauce et vous partez quand même avoir à l'esprit que vous pouvez quand même épouser la dame en question. Non, le monsieur, je vais chuter en disant que le monsieur a le gros cœur tout simplement. Julien Saint-Diop, qu'est-ce que vous avez donné comme conseil à ce monsieur? Parce que moi j'ai l'impression qu'il fonctionne avec beaucoup d'émotions, il ne semble pas réfléchir dans ses prises de décision. Quel est le conseil que vous, personnellement, avez donné à ce monsieur? Est-ce qu'on conseille quelqu'un qui a mort? Qu'est-ce que vous lui avez dit? On parle juste de certains constats et puis on dégage ses conclusions. On ne conseille pas quelqu'un qui a mort. Dites-nous quel est le constat justement que vous avez parlé. Le constat qu'il est con. Il est con. Ah, vous me rejoignez. Mais il n'a jamais été question que je ne me rejoigne pas. Il est complètement con. Alors, je le dis pour la seule raison que je pense honnêtement qu'un homme ne pourrait s'infliger une telle douleur comme il en le disait. Imaginez que pendant que vous êtes ici, votre femme est légitimement, d'ailleurs, normalement et officiellement quelque part ailleurs en train de prendre plaisir avec un homme marié, ça peut bousiller une conscience à la réalité. Mais il y a des hommes quand même qui s'en foutent pas mal, qui se foutent pas mal de ça. Il y a des hommes qui en même temps l'intègrent, parce que vous avez quand même une femme qui vous dise, vous disiez une femme. Voilà, c'est mieux dit. Qui vous disent, voilà, je suis avec quelqu'un. Nous, les hommes, généralement, on répondra à la femme, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est quand on veut juste
Goûter, quand vous goûtez. Goûter. Voilà, Yvan Emmanuel. Un homme qui te dit, parce que tu es avec un autre, et tu trouves avec un autre, il te dit non, ça ne me gêne pas, voilà, je me battrai pour mériter ma place. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Il veut juste mettre ton dos au sol ou tes genoux au point. Ah d'accord. C'est l'un ou l'autre. Alors, Ça veut dire qu'on met tes genoux au sol. ben, c'est les différentes positions sexuelles. Je ne ferai pas un coup là-dessus aujourd'hui. Voilà. Maintenant, il n'est pas possible qu'un homme admette naturellement que sa femme aille avec un autre. Yvan me disait, il a suffisamment il a suffisamment dit d'ailleurs. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que au mari, moi je trouve quand même un peu immoral de la part des femmes. Une femme qui travaille, elle bosse, qui a son petit argent, mais qui s'accroche à un homme marié au motif que celui-ci l'entretient bien. Est-ce qu'une femme qui travaille a besoin d'entretien venant de Ça dépend de ce qu'elle met dans l'entretien. Je veux dire que c'est cette facilité. Peut-être son salaire ne lui permet pas de se faire des péruviens. Le problème, c'est qu'elle pense justement que des pour avoir des Brésiliens. péruviennes et des péruviens et autres, il faut que ça vienne d'un homme. Et c'est un problème. Cette expression de un homme doit entretenir la femme pose toujours un sérieux problème. Pourquoi, comment, quand? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi la femme pense que l'homme doit s'entretenir lui-même, entretenir sa famille et avoir également l'obligation de l'entretenir elle? Alors qu'à la vérité, on est tous dotés de capacités pour pouvoir travailler et gagner de l'argent. Ça n'a aucun sens. L'homme s'occupe de sa maison. Si vous faites partie de la maison, tant mieux. Ça se limite à ça. Lorsque vous êtes dans une relation de, genre de dire, d'essai, je ne comprends pas pourquoi la femme pense qu'il faut absolument que si elle dépense sur l'argent, ça vienne de la poche de l'homme. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Chacun doit pouvoir avoir ses propres moyens. Sauf que pour elle, c'est un fantasme, certainement. Non, et elles sont nombreuses. non, mais sauf que le motif qu'elle brandit ici, c'est qu'elle ne quitte pas le mari parce qu'il prend soin d'elle. Je vous pose encore la question, à quel moment est-ce que vous avez besoin d'être avec un mari pour prendre soin de vous alors que vous avez votre petit job? Où est votre intimité là-dedans? Un homme que vous ne pouvez jamais avoir quand vous voulez, qui vient vous voir occasionnellement et qui repart tout de suite quand il a fini de satisfaire sa besoin, je me demande bien où se trouve la dignité là-dedans. Non, il n'y a pas de dignité dans ça. Il faut que les femmes apprennent à être dignes. Le motif, du moins je veux dire, le désir de se faire entretenir peut être compensé par autre chose. Consacrer ses moyens à la recherche des moyens pour s'entretenir soi-même. C'est la primordialité qu'une femme puisse avoir. Les femmes qui se font entretenir généralement sont des femmes qui vont de maman. Parce que lorsque vous sentez que ça commence à devenir un petit peu dur à sortir, vous cherchez un autre pour compenser le creux de ce que laisse la capacité de l'autre en l'argent. Donc, on arrive qu'il faut que les femmes prennent en dignité. Donc, ce monsieur est simplement un con parce qu'il s'accroche à une femme qui se plaît dans ce rôle-là, c'est-à-dire être avec lui en étant avec l'autre homme marié. Elle se plaît bien dans ça et elle veut clairement vous dire que je tiens la cadence. D'ailleurs, l'homme marié sait également que la dame est avec l'autre. Tout à fait. Il a renforcé sa présence et la femme se plaît dans ce jeu. C'est une petite sorcière. Il faut que le gars s'en fasse immédiatement. Il faut qu'il comprenne qu'elle soit en prise. Quelles sont les astuces, justement, pour Quelle proposer? astuce? Non, mais pour s'en défaire. Personne n'a jamais mort parce qu'il a quitté une femme. Personne au monde ne meurt parce qu'il quitte une femme. Vous estimez qu'il peut se lever un matin et puis plier bagage, s'en aller? C'est ce qu'il doit être. Il doit le faire. Mais vraiment sans aucune possibilité d'être affecté. C'est la décision, mon mari. Vous, le matin, vous dites non, écoutez, je ne peux pas souffrir alors que j'ai mes moyens, j'ai un chez moi, j'ai ma vie et que je suis désiré par d'autres femmes. Je ne peux pas, je me refuse de souffrir dans ces conditions au motif de ce que j'aime une femme qui, elle, se plaît à jouer avec deux hommes. Non, il est con, j'insiste là-dessus. Il faut qu'il s'en efface immédiatement. Et ça relève simplement d'une décision personnelle. Personne n'est jamais mort parce qu'il a quitté une femme qu'il aimait. Je dis bien personne au monde. Si vous mourrez de chagrin d'amour parce que vous avez bu de l'alcool, c'est l'alcool qui vous a pris. Bien reçu. C'est tellement pas la mort. Non, il faut qu'on arrête avec ces histoires d'amour qui finissent. Ne vous énervez pas. Je suis énervé. Vous vous énervez ce matin. Yvan Meni. On a donc écouté, hein, Julio, voilà, il donne cette proposition à ce monsieur. Si jamais il nous regarde, il faut vous en défaire très immédiatement. Il va pour votre santé, hein, c'est très important. On ne va pas revenir sur tout ce qui a été dit et partagé sur ce plateau relativement à cette actualité. Yvan Meni, votre fait du jour. Alors, mon fait d'actualité de ce matin, ça concerne un couple qui vit en concubinage depuis près de 15 ans aujourd'hui et ils ont exactement 5 enfants à ce jour. Mais sauf que durant la période des fêtes du mois de décembre
24, le monsieur a été affecté par le décès d'un proche et sa femme également qui travaille et vend les bâtons de manioc. Elle a donc eu acheté, embelli la maison, décoré la maison, fêté décembre avec les enfants également. Mais sauf que plus tard, comme le monsieur a eu deuil, il a perdu un proche, il a sollicité à avoir de l'argent envers son épouse, chose qu'elle a refusée. Il a donc battu sa femme, il a détruit même également le fonds de commerce de son épouse et plus tard, elle a décidé de quitter le foyer avec ses 5 enfants. Ils vivent dans la ville de Douala aujourd'hui. Mais sauf que le monsieur pensait qu'en fait, la dame en question devait revenir à la maison, contacter aussitôt. Elle a eu à dire qu'elle veut bien revenir, mais qu'elle veut avoir la garantie selon laquelle le monsieur ne fera plus sur elle. Parce que le monsieur pensait qu'elle devait revenir à la maison automatiquement, parce qu'elle n'a pas de famille dans la ville de Douala. Mais depuis le 28 décembre qu'elle a quitté la maison, elle n'est plus jamais revenue jusqu'aujourd'hui. Julie Arsène Diop, 15 ans de concubinage, 5 enfants. Le jour où vous avez un deuil, vous sollicitez l'aide de votre épouse. Elle vous dit catégoriquement, je n'ai pas d'argent. Pourtant, il y a quelques jours, elle aurait dépensé des sommes pharaoniques pour justement décorer la maison afin voilà, de permettre à ses enfants de passer les fêtes. Et vous estimez que voilà, pour la corriger, il faut battre sur elle. Julie Arsène Diop. Mais vous le dites assez bien. Quelques jours auparavant, il a dépensé des sommes pharaoniques. Ouais. Pour les fêtes Oui, et tout ce qui entoure cela. Tout à fait. Et à quel moment c'est surprenant qu'elle dise qu'elle n'a pas d'argent après? Bah, c'est un fait qu'il va partager Je avec comprends, nous. mais je veux dire, enfin, on se questionne. Elle a dépensé de l'argent. Du coup, quand son mari a deuil et il veut de l'argent, il en veut, elle n'en a pas. Elle n'en a pas. À quel moment une femme est obligée d'ailleurs de vous aider parce que vous avez perdu vous avez deuil? Pourquoi? Je dis bien, moi je vous le dis tout le temps. Moi personnellement, je ne suis pas obligé d'aider une femme parce qu'elle a deuil. Donc en retour, une femme n'est pas obligée de m'assister parce que j'ai deuil. Il faut arrêter. D'accord. On le fait quand on pense que c'est naturel, quoi. Elle sait que vous avez deuil. Quand elle n'a pas donné, ça ne sert même à rien de se ridiculiser en demandant même un prêt. Ça ne sert à rien du tout. À rien. Vous battez autrement, vous déployez vos moyens autrement et vous allez. Maintenant, pour revenir sur l'histoire qui entoure, il n'y a que le monsieur la battait ou battait sur elle. Après, elle est partie. Avec 5 enfants. Vous devez savoir que lorsqu'une femme prend sur elle l'engagement de partir avec les enfants de la maison, très souvent, à court terme, elle sait sur quoi elle compte. Maintenant, si pendant le court terme, là, elle a compensé en trouvant le moyen terme, il y a de fortes chances qu'elle s'en occupe. Une femme qui s'occupe de ses enfants ne fait rien d'extraordinaire, elle s'occupe de ses enfants, point. Au même titre que vous, quand vous vous en occupez. Donc, il y a des gens qui font souvent ça comme c'est un événement d'une femme forte et autre. Rien du tout. Elle fait ce qu'elle a fait. Parce que si la responsabilité incombe aux 2 parents, il y a des moments où le père s'en occupe tout seul. La femme estime que bon, voilà quoi, c'est à l'homme de faire. Alors le jour où il lui arrive de faire, qu'elle fasse. Ça c'est une parenthèse. Maintenant, il faut dire qu'on condamne les violences conjugales. On est en train de prendre étape point par point dans cette histoire. Un homme, après 15 ans de mariage, ne devrait pas battre sur sa femme qui lui a donné 5 enfants. Surtout que vous êtes en concubinage. Voilà, encore que vous êtes en Ça ne concubinage. fait pas de vous un homme sérieux. Il ne devrait pas. Il ne devrait pas, même si je maintiens encore qu'il y a des femmes qui vous font croire qu'elles sont battues, alors qu'en réalité, c'est elles qui portent toujours les premiers coups. Et l'homme se défend. Ça, on connaît des cas comme ça. L'homme a besoin de se défendre lorsque la femme porte des premiers coups. Non, il y a qu'une femme ne vous gifle pas, ne vous bouscule pas à chaque fois, et vous la regardez comme ça au motif Pourquoi une femme ne vous giflerait on pas? dira que c'est un homme bien. Pourquoi une femme ne vous giflerait pas? Pourquoi est-ce qu'elle vous giflerait? Pourquoi est-ce qu'une femme vous giflerait? Parce qu'elle est émotive. Ah, elle est émotive. Oui. Ok. Quand elle vous gifle, du coup, on enlève toute émotion en vous. C'est ça? Ok, c'est compris. Comme pour dire, vous en avez également. Non, mais vous avez aussi des émotions. Mais vous pouvez être plus tempérant que la femme. Il arrive que vous le soyez Le sexe même. faible, Il arrive même que Arsène. vous le soyez, mais la récidive déclenche d'autres mécanismes. Non. Voilà. On porte pas Donc, sur les c'était une parenthèse. Romaric, non, Vous ne le faites pas de toutes les façons. je veux vous dire que c'est parfois très relatif, hein, cette histoire de femme battue, c'est très relatif. C'est très, très relatif. Maintenant, sur le principe, il faut dire qu'il est bien possible que la femme n'avait pas d'argent. Parce qu'elle a dépensé un peu plus tôt. Il y a également qu'elle n'est pas obligée de vous donner son argent pour votre deuil. Ça manque même de dignité, même si c'est votre femme. Votre deuil ne la concerne à rien. Peut-être ça la concerne, mais pas au niveau auquel vous vous croyez. Elle compatit parce que vous êtes mal. Mais j'aime bien le dire,
Si je perds mon oncle là maintenant, ma femme, elle a perdu quoi? Rien, personne. Elle n'a perdu personne. Donc, attention. Elle a perdu son bel-oncle, comme vous l'avez dit. Son beau-père, quand Non, même. enfin, elle n'a perdu personne. Ça, c'est en Afrique, on attache beaucoup d'émotions à ces choses-là. Mais techniquement, elle ne perd personne. Elle est gênée parce que vous êtes affecté. Point. D'accord. Donc, le monsieur a eu tort sur toute la ligne. Et aujourd'hui, s'il a continué à la battre pendant 15 années entières, avec 5 enfants dans la boîte, ça veut dire qu'il y a peu de chances qu'il Non, pas change. dans la boîte, dans la maison. Dans la maison, c'est des synonymes en quelque sorte. Voilà. On dit, Il va amener. il y a peu de temps qu'il change, il y a peu de chances qu'il change en tout cas. Voilà, une situation comme celle-là, elle a d'ailleurs donné des conditions pour entrer à la maison. Est-ce que vous croyez visiblement que l'homme acceptera ces conditions-là? Est-ce qu'il est encore prêt à vivre sous un même toit avec une femme qui ne lui apporte pas son soutien lorsqu'il est affligé? Il faut savoir que même sans vivre avec ce type d'homme, on peut un peu savoir sa moralité en fait. Déjà, vous savez qu'en Afrique, un homme qui fait quand même près de 5 enfants avec une femme sans l'épouser, il faut quand même se questionner sur la moralité de cet homme-là qui fait près de 15 ans. Les moyens peuvent faire défaut. En 15 ans, dans 15 ans, vous manquez 200 000 pour aller chez le mec pour signer l'acte avec une femme. Peut-être c'est une possibilité. En 15 ans de mariage. Donc, Peut-être. vous faites 15 ans de mariage, 15 ans de concubinage avec une femme. Vous consommez. En 15 ans, vous manquez de l'argent pour officialiser cette femme. Donc, ça veut également dire que quelque part, c'est un homme qu'on peut qualifier d'un être irresponsable et également aussi. Et vous savez que certains hommes irresponsables, ils n'ont parfois que la violence pour répondre à certaines femmes. Vous avez un deuil, c'est écrit où que obligatoirement une femme doit vous venir en aide en fait. Et il faudra même également qu'on rappelle aussi aux uns aux autres, comme je lui ai remis sur la table, c'est clair, la compassion, elle est africaine, mais elle n'est pas obligatoire. Hein. C'est dur à le dire, mais elle n'est pas obligatoire. Oui, non, on le fait parce que c'est une valeur africaine. Oui. Mais ça ne veut pas dire que même si vous êtes en entreprise et que si quelqu'un a deuil et que vous ne l'aidez pas, on va vous exclure de l'entreprise. C'est pas... Lorsque vous ne contribuez pas, c'est pas éthique, c'est pas beau. Lorsque vous ne Mais contribuez pas, on va vous regarder comment. C'est ça que je suis en train de dire. D'autant plus que justement, vous êtes sous le même toit depuis 15 ans. Justement, vous avez choisi de faire ça, le justement, décor de la maison sauf plutôt que d'assister. Sauf qu'après, il y a rien qui vous incombe en fait. Vous n'êtes pas obligé en fait. Je vais prendre une minute dans le temps, s'il vous plaît, rapidement, pour vous raconter une petite anecdote. Alors, c'est une de mes ex, professeur de lycée d'enseignement général Plague, qui, un soir, elle m'annonce que son beau-père, c'est-à-dire le mari de sa mère, pas son père, le mari de sa mère, premier. Mais il est important pour moi que je n'ai perdu personne. Si au passage, je fais un tour à la veille, je ne manquerai pas de te donner le transport pour te rendre dans ton village. Mais ne compte surtout pas sur moi pour ta contribution. Et là, justement, est-ce que telle sortie n'est pas quand même assez dure? Non, c'est pas, elle n'est pas dure, elle n'est pas dure. Elle n'est pas Au dure. nom de quoi elle peut m'appeler pour me dire qu'elle compte tellement sur moi pour ce deuil qui arrive? Quoi? Mais parce que vous fonctionnez, c'est votre copine, je Non, veux dire, lorsqu'elle est affligée, vous avez l'obligation d'être là et compatir justement à Mais le cas la vie, non? Et la compassion, au-delà, on a fixé des cotisations, on a fixé ce que chacun doit donner. Et que c'est sur moi que tu comptes pour que je t'assiste en ce moment difficile et douloureux. Pour nous, d'ailleurs. C'est ce qu'elle avait dit. Je dis non, mais je rêve. La compassion n'est pas obligatoire, ça c'est clair. Il ne faudrait pas que... C'est pas parce qu'on fait certaines règles de bienséance qu'à un moment donné, on doit prendre ça pour des habitudes obligatoires dans le quotidien des populations. Non, ce n'est pas une obligation. Et après cet événement, elle a commencé à me pourchasser partout, me traitant de tous les noms. Je dis, mais est-ce que ça va bien dans sa tête? D'accord. Vous êtes un homme d'éthique, hein, ça... Non, ce n'est pas une affaire d'éthique. C'est même pas une affaire d'éthique. C'est une affaire de que... C'est pas parce qu'on a l'habitude de faire certaines choses qu'à un moment donné, les Africains vont penser que c'est obligatoire. Yvan Ameni, le père de votre copine décède, par exemple, et vous dites de ne pas être obligé de contribuer. Je ne suis absolument pas obligé de contribuer. C'est écrit où? C'est écrit où que vous êtes obligé. Mais on va vous regarder comment au village? C'est juste ça que je suis en train de vous remettre sur la table pour dire que certaines choses, on les fait juste parce qu'on est les Africains. Ça fait partie de nos valeurs et ça fait également partie de notre quotidien. Le Ndjangi, comme on dit souvent que le deuil, c'est le Ndjangi. On le fait parce que demain aussi, on peut aussi être affligé, autre en fait. Mais il y a des gens qui ont eu des deuils et vous avez eu à les aider en retour. Moi, j'ai perdu le mien. J'ai perdu le mien. Une fille voulait venir m'assister. Alors, elle partait de Douala, elle m'a dit, envoie-moi le transport.
Alors, Donc, je dois avoir le travail, vous venez m'assister. Ne prenons pas cette... Pourquoi ce deux poids, un poids, deux mesures? Ne généralisons pas certaines choses. Après, toi, on est libre. Et quand c'est toi qui payes ton père ou ta mère, pour elle estime que son soutien moral, le fait d'être là, à côté, est largement suffisant. Voilà ce que je dénonce dans la société. Quand c'est autour de l'homme, Quand le retour dans leur conception, elle estime que sa présence seule suffit à te remonter. Je veux savoir même comment, je n'arrive pas à trouver. Quand c'est à ton tour, on estime que tu dois être présent et donner de l'argent, non, il y a un problème. Quand même, il y a un parallélisme de forme. Quand même. C'est pas une obligation. Regardez, même lorsque nous étions au lycée, quand il y avait les deuils et autres, en fait, il y avait parfois, on partait à la veillée pour soutenir nos amis et autres. Mais il y en a qui ne viennent pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les ligoter, on va dire qu'ils sont méchants ou quoi que ce soit. On fait certaines choses parce que tout peut arriver, tout peut basculer un jour dans la vie de tout le monde. Il y a des jours où ça peut être compliqué. Tout à fait. Et certaines personnes également nous viennent en aide. Une sorte de mutuelle. Mais vous ne pouvez pas compter au nombre de fois où vous avez eu un deuil et qu'un ami même m'a appelé pour demander que mon frère... Pour appeler même pour vous demander que mon frère, c'était même comment là-bas. Ils ne le font pas. D'accord, de toutes les façons. Donc, en fait, non, le monsieur, c'est un monsieur irresponsable d'abord pour le dire parce que pour sortir. C'est pas normal que vous détruisez l'activité commerciale de votre femme. Pourtant, elle a quand même 5 enfants et elle se bat. De vous détruisez l'activité commerciale de votre femme. Elle aurait même dû porter plainte. Oui, elle peut porter plainte tout simplement. Donc, moi, je pense que pour qu'elle retourne encore dans ce foyer, il faudrait que le monsieur, en principe, signe des engagements. Et c'est quelque chose que parfois on oublie lorsqu'on signe l'acte de mariage. Vous savez que lorsque vous signez l'acte de mariage à la mairie, vous pouvez également profiter devant le maire pour prendre certains engagements dans le contrat nuptial. Le contrat nuptial. Sauf que beaucoup pas seulement taper la marmite et autres, en fait. Quand on finit de se marier, devant le maire également pour prendre certains engagements, vous écrivez, la femme également elle écrit, je ne vais jamais violenter mon mari. L'homme aussi il écrit, je ne vais jamais violenter ma femme. Ça vous évite les affaires de qu'il y a les maisons où le père pour dire bonjour à la mère, c'est avec une paire de gifles d'abord le matin. Là, il va tout se rappeler qu'en fait, j'ai eu à signer certains engagements quelque part. Puisqu'on ne peut pas faire l'apologie de la violence. Et encore dans quel contexte? Donc vous violentez une femme parce qu'elle ne vous a pas soutenu quand vous avez eu un deuil, parce que vous avez perdu un proche. Mais non, quand même, soyons quand même sérieux. Et encore que l'argent qu'elle a utilisé, ce n'est même pas pour quelque chose d'inutile. C'est pas quelque chose d'inutile. En décembre, c'est normal qu'on décore la maison, c'est normal qu'on prépare la maison pour que les enfants mangent. C'est normal, puisque c'est sur vos enfants qu'elle a eu à utiliser cet argent. C'est pas comme si elle s'est assise au bar avec cet argent pour consommer de la boisson. C'est sur vos enfants. Elle a acheté les habits de fête aux enfants, c'est normal. Un enfant qui est encore au lycée, un enfant qui est encore à l'école primaire, c'est normal qu'il ait des habits de fête. Lorsqu'on arrive à un certain stade, il faudrait également habituer les enfants à certaines habitudes, puisque ce sont des éléments également qui participent de la construction de l'enfant. Vous expliquez ça comment vous avez un enfant à l'école primaire, le jour des fêtes, il n'a pas aussi le jouet comme d'autres enfants. Ça impacte aussi sur la psychologie de l'enfant. C'est pas comme si elle a eu à utiliser de l'argent pour aller faire le show ou encore pour aller dans les boîtes de nuit et autres en fait. Donc le monsieur doit calmer un peu ses ardeurs et que lorsque cette femme revienne, qu'il a épousé la femme d'autrui. On ne peut pas faire 15 ans de mariage, 15 ans de concubinage, on consomme la femme d'autrui, on a 5 enfants avec elle et on n'a aucun acte illégal avec elle. C'est quand même assez pitoyable hein, cette histoire, Yvan Ameni. Comment est-ce qu'un homme fait pour justement aller poser des problèmes financiers à sa femme? Ce sont des histoires, moi personnellement, je n'arrive pas à les comprendre. De toutes les façons, vous avez apporté quelques éléments de réponse hein, relativement à cette actualité pour davantage édifier la lanterne de ces hommes et même de ces femmes qui justement vivent encore et toujours en concubinage jusqu'ici. On va marquer un premier temps d'arrêt, reprendre tout simplement une légère transition. On revient pour questionner l'impact des mesures cosmétiques. C'est une actualité qui intervient à un moment où le gouvernement actuel dit vouloir lutter contre la vie chère. Ils sont nombreux ces Camerounais alignés depuis 3 h du matin au boulevard du 20 mai pour se faire 50 kg de riz à 15 000. C'est une situation tant attendue par les Camerounais. Pourquoi seulement en cette période électorale, Luc Magoula Barga à Tangana qui avait ainsi fait certaines promesses jusqu'ici, des promesses non tenues. Que deviendront les Camerounais après justement ce mois de janvier? Va-t-on revenir au galop avec la commercialisation d'un sac de 50 kg de riz à 26 000? C'est toute la question et on en parlera tout simplement dans le cadre de cette émission après la courte pause. Le plateau Yvan Ameni, vous avez choisi de partager avec nous ce fait d'actualité. Une actualité suffisamment grave
et même incroyable. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où nous sommes dépassés. Nous sommes dépassés, pourquoi? Parce que on pense que les Camerounais en 2025, ils doivent être réduits à manger le riz du premier jour de l'année jusqu'au dernier jour de l'année également. Il faut dire que c'est depuis le 18 décembre 2024 que le boulevard du 20 mai dans la ville de Yaoundé sert de lieu de théâtre, lieu de scène pour la commercialisation d'une marque de riz qu'on ne doit pas nommer ici ce matin à la somme de 15 000 francs CFA pour le sac de 50 kg. Lorsqu'on a vu le rang hier du côté du boulevard du 20 mai, on pensait qu'en fait, il s'agissait de l'établissement des cartes nationales d'identité en 24 ou encore en 48 heures, comme cela avait été promis par la DGCN. Mais lorsqu'on se rapproche de ces Camerounais, ils nous disent qu'en fait, ils sont alignés parce qu'ils veulent acheter un sac de 50 kg de riz à 15 000 francs CFA. Et les conséquences également sont assez alarmantes parce qu'il y a des Camerounais qui sortent de la maison à 4 heures pour espérer au moins ça à 12 heures de se procurer de ce sac de 50 kg à 15 000 francs CFA. C'est assez grave, une situation assez déplorable. Assez grave, une situation même assez déplorable, hein, avec certainement le contour de la régie. Julio Arcel Diop, on va voir une légère vidéo justement où les Camerounais sont alignés, partant de l'immeuble abritant la caisse autonome d'amortissement jusqu'à l'hôtel Hilton, un rang assez particulier parce qu'ils veulent effectivement se faire ce sac de riz à 15 000 francs CFA. La question première, Julio, c'est, donc c'est possible dans un pays comme le nôtre d'avoir un sac de riz 50 kg à 15 000. Donc c'est possible. Justement, ça nous laisse en voix. Ça nous laisse en voix. Vous vous souvenez ici sur le plateau, je vous dis un jour que le prix de production d'une bière, c'est-à-dire jusqu'à l'embouteillage. Jusqu'à l'embouteillage, oui. Pourrait ne pas excéder les 200 francs CFA. On se souvient. Voilà, et qu'on pourrait vendre une bouteille de bière à 300 francs CFA, que chacun trouverait son compte là-dedans. Alors, les 450, parce que la bière coûte 750 aujourd'hui, qu'on met là-dessus, il faut bien qu'on puisse nous dire exactement où ils vont et à quoi ils servent. Est-ce que c'est des profits qui vont uniquement dans les poches des Français ou alors c'est quelque chose qui profite au Cameroun? Des questions qu'on se pose, c'est pareil pour le riz. Hein. Vous voyez donc que le riz pouvait coûter 15 000 dans ce pays. Si le riz peut coûter 15 000 pays sur un coût de campagne du ministère du Commerce, ça veut dire qu'en réalité, il peut coûter même 10 000, un sac de 25 kg, de 50 kg, pardon. Maintenant, de manière beaucoup plus pratique, j'aime le dire, en introduisant, vous avez dit qu'on aura le temps, l'occasion de regarder une vidéo légère. Tout à fait. Vous voulez sans doute dire court, mais vous avez tellement raison dans votre esprit. Ça, c'est l'esprit qui a commandé ce mot. C'est-à-dire la légèreté avec laquelle on vend le Cameroun. C'est-à-dire des mères, des pères alignés qui sont sortis de leur maison depuis 3 heures de temps avec tous les risques. Oui. Mon Dieu. C'est-à-dire vous pouvez vous faire assassiner en sortant à 3 heures pour 15 000 parce qu'il y a un autre mec qui est capable de vous tuer pour 15 000. Justement, vous pouvez vous faire botter par un taxi, je ne sais pas, parce qu'à 7 heures, ils vont tellement vite. Non, ça c'est le meilleur des cas. Ça c'est la meilleure mort. Un mec peut vous agresser en sortant de votre quartier et vous ôter la vie pour 15 000 francs que vous portez. Parce qu'il ne les a pas et que c'est capital pour lui. Voilà le niveau qu'on atteint au Cameroun. Et c'est la misère totale. Vous êtes quand même capable de prendre ce risque pour acheter un sac de riz au péril de votre vie parce qu'il faut nourrir vos enfants. Sinon, eux, ils vont mourir. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter le kilo de riz à 800 ou à 900. Tout à fait. Voilà la triste vérité. Alors, quand vous avez acheté ça, et quand il sera fini dans 2 mois, j'espère qu'il y aura encore ces mêmes campagnes. Ça coûte quoi? Il irait à la Poste centrale. Tout à fait. Au prix de sa dignité. Mais je me demande si justement ceux qui nous gouvernent ne tirent pas leur source de pouvoir dans les images aussi ridicules que celle-là. On n'est pas au premier essai. Vous avez vu une image encore plus ridicule avant-hier, où sur l'effet de l'annonce d'un recrutement sur 5 ans, on a mobilisé tout Yaoundé. Pour aller dire merci à Paul Biya. Est-ce que ces images ridicules n'est pas finalement ce qui leur donne leur source d'énergie? C'est toute la question. C'est toute la question. Non, on ne devrait pas vendre ces images au monde entier. Quand je vous dis que ce gouvernement m'énerve, on ne devrait pas vendre de telles images en 2025 du Cameroun. On parle du Cameroun, bon sang. Le Cameroun, c'est un grand pays. Le Cameroun pourrait être un grand pays. Je vous dis qu'avec une bonne gouvernance, le Cameroun n'a pas besoin de 10 ans pour s'imposer comme première puissance en Afrique. Yvan Ameni, c'est une situation quand même lamentable. Hein. Il y a des témoignages qui font état
puisque pendant l'attente, justement, elle s'est levée à 3 heures pour aller également s'aligner. Elle a trouvé un rang incroyable. Et puis autour de 7 heures, elle s'est découragée. Elle a accepté d'aller acheter son riz là où elle avait coutume d'acheter à 21 000, 22 000. Vraiment parce que, dit-elle, c'était une autre histoire. Elle ne s'y attendait pas. Mais finalement, Yvan, mais on se pose la question, est-ce que notre système de gouvernance, est-ce que ces gouvernants ont rendu les Camerounais tellement misérables et qui attendent tout simplement cette période électorale pour aller faire du petit show, de la petite gesticulation, pour tenir captifs les Camerounais comme on le voit à la poste centrale actuellement? Il faut d'abord dire que ce qui est en train de se passer est suffisamment grave parce que même la mascarade qui se déroule actuellement du côté du boulevard du 20 mai, ça ne vient pas pour résoudre les préoccupations profondes des populations camerounaises. Pourquoi? Parce que lorsque vous achetez un sac de riz à 15 000 francs à CFA, on mange le riz simple, ils vont manger le riz blanc qu'ils vont manger. Il faut la sauce. Hein. Vous savez que l'arachide au Cameroun, c'est... L'arachide au Cameroun, c'est un luxe. Donc pour faire le riz sauce arachide au Cameroun aujourd'hui, avec le mbonga un peu à côté, c'est un luxe. Parce que lorsque vous allez au marché, on commercialise quand même 3 mbongas à 1 000 francs dans certains marchés. La boîte d'arachide, même on ne connaît même plus le prix. Lorsque vous arrivez devant certains bains, vous dites ça c'est l'arachide de Marois, c'est 450. Ça c'est l'arachide de Baleng, c'est 500. Là c'est l'arachide de Ndonga Mangtoumis, là c'est 550. Donc nous sommes en train de vivre une sorcellerie au Cameroun qu'on ne comprend pas parce que on vient pour prendre certains mots qui ne sont pas en conformité avec ce que les populations camerounaises vivent. Il ne s'agit pas d'une vente promotionnelle. C'est un partenaire qui est venu rencontrer le ministre, ils ont signé quelque chose là tout simplement. Il a sa part sur ça. Mais c'est tout. Maintenant le ministre vient pour dire aux populations camerounaises que vente promotionnelle. Vente promotionnelle de quoi? On parle de vente promotionnelle lorsque c'est l'entreprise en elle-même qui décide de ses prix. Dans d'autres termes, pourquoi on parle de vente promotionnelle? C'est que les brasseries un jour viennent par exemple, ils disent que nous on va maintenant vendre la bière à tel prix par exemple. Puisque vous savez que c'est le gouvernement qui fixe le prix de tous ces produits dans le pays, c'est le gouvernement, c'est le ministère du Commerce. Tout à fait. On parle de vente promotionnelle lorsque, par exemple, l'entreprise Oléo arrive, ils viennent là, ils disent que maintenant, nous, on va commercialiser nos produits à tel montant et autres, en fait. C'est pas que le gouvernement vient tromper les populations camerounaises pour dire que dans le but de lutter contre la vie chère et sur très haute instruction et constante du chef de l'État, nous avons décidé de commercialiser un sac de riz de 50 kg à 15 000 francs à CFA. Où le complément est où est le complément en fait? Et ça va aller sur combien de temps? Maintenant, les Camerounais qui vivent à Bafoussam, les Camerounais qui vivent à Ndjoutissa, les Camerounais qui vivent à Ndom, les Camerounais qui vivent à Bayangam, les Camerounais qui vivent à Tokombéré, ils ne sont pas aussi concernés par l'inflation qui de plus en plus secoue le Cameroun. Regardez également ce qui s'est passé là-bas hier. On voit tout un ministre du commerce qui vient là, il voit comment les gens sont alignés et autres en fait. Donc, il se réjouit de la souffrance du peuple camerounais. Pourquoi quand le même ministre vient pour annoncer que désormais on doit commercialiser les oléagineux à 1100 francs CFA, pourquoi lui également, le même ministre, il ne va pas aussi du côté de Marois, du côté de Ngandéré, du côté de Bafoussam, du côté de Douala, pour se rassurer également de l'effectivité du prix de ces produits sur le marché en fait. Donc c'est une mascarade tout simplement et c'est un message qu'ils sont en train d'adresser au peuple camerounais. Et comme je le précise encore, tout au long de cette année 2025, ces membres du gouvernement vont de plus en plus profiter des souffrances des populations camerounaises pour faire croire qu'en fait, nous sommes très proches de vous, on peut résoudre vos difficultés. Vous estimez qu'ils sont déjà en campagne? Mais c'est la campagne qui a commencé. D'accord. Julio, il y a quand même il y a de se poser la question finalement, comment comprendre, qu'est-ce qui se cache visiblement derrière une telle mesure? Vous êtes assez profond dans votre façon de voir les choses politiques. Qu'est-ce qui se cache derrière une telle mesure? Nous sommes en janvier 2025, quelques jours après que le président s'est exprimé, n'est-ce pas? On prend de telles mesures. Nous sommes à quelques mois des élections, de l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui se cache derrière une telle mesure prise par le gouvernement? Peut-être la bonne question est qu'est-ce qui ne se cache pas derrière une telle mesure? Parce que c'est clair que ce qui se cache, normalement, c'est un bon calcul politique. D'accord. Mais à la vérité, ce qui ne se cache pas et qui va arriver, c'est que c'est une erreur grave en termes de calcul politique. Oui. Je puis vous assurer et vous garantir que de telles images ne contribuent qu'à
exacerber davantage les populations. Romaric, si vous voulez, on prend... À mettre sur la table les véritables réalités. Tout à fait. Si vous voulez, on prend un pari aujourd'hui, même si le régime remporte les élections en 2025, dans quelques mois, ça sera vraiment très dur. Parce qu'ils sont loin de voir ce qui leur arrive, en fait, et ce qui va leur arriver. Ils sont encore dans l'ancien système où ils pensaient qu'il suffit d'organiser des coups d'éclat comme ceci et on a réglé un problème. Sauf qu'ils ignorent qu'au XXe siècle, avec les réseaux sociaux, ce qu'ils font là ne va contribuer qu'à exacerber davantage les populations. Et au moment des élections, toutes ces vidéos vont ressortir. Elles vont toutes refaire surface. Tous ces moments de misère des Camerounais vont refaire surface. Et c'est là-dessus que les autres vont faire des campagnes pour montrer au monde entier ce qu'est réellement le régime qui nous a gouverné pendant 42 ans. Romaric, on parle quand même d'un système qui nous gouverne depuis 42 ans. 42 ans de gouvernance, 42 ans de pouvoir. Voilà les images qu'on sert encore au monde entier. Au Cameroun, on parle du Cameroun, je le répète, où des familles sont alignées à 3 h du matin pour acquérir un sac de 50 kg de riz à 15 000 francs CFA. Non, Romaric, ils sont sûrs, ils étaient sûrs d'avoir joué le coup du siècle. Ils vont la dire quand le ministre descend sur le terrain pour se féliciter d'un tel espoir. Donc pour lui, en fait, il est content, il a réglé un problème. Non, il est loin d'imaginer le problème qu'il a créé avec ça. Il est loin d'imaginer le problème qu'il est en train de créer avec ça. Ils se disent, oh, ça va passer. Non, ça ne va pas passer, Romaric. À la veille des élections, tous les frasques du régime vont ressortir. Toutes les vidéos où les gars méprisent le peuple vont ressortir. Absolument tout ce qu'ils ont fait en écrasant ce peuple va ressortir. Les communications vont s'intensifier là-dessus. Je dis bien que même si on s'en a emporté, parce qu'on ne gagne pas facilement une machine de guerre comme celle-là. En effet. Mais je dis et je maintiens encore que le passage facile qu'ils avaient là, Romaric, c'est fini dans ce pays. Même au sein de leur propre langue, il y aura des défections, des personnes qui vont voter sanction. J'en suis sûr à 100%. Parce que les Camerounais, c'est juste le sentiment de résignation qui nous habite, un peu de peur, mais les Camerounais sont exacerbés, Romaric. On atteint un point de colère contre ce régime qui est tel que en 2025, dans les urnes, ça se fera ressentir. Les scores à l'envolée, c'est fini. C'est fini. Le constat que l'on a fait sur le terrain, Julio, permettez-moi de relancer Ivan Meni, peut-être pas sur la même question, c'est qu'il y a cette marque de riz commercialisé au mépris de la marque locale. Vous avez certainement épilogué sur cette question tout à l'heure en disant qu'il y a eu certainement cette entente mutuelle entre le ministre Luc Magoula Mbalga Tangana et même celui justement qui serait le patron de cette marque-là. Mais la question est celle de savoir, Ivan Ameni, est-ce qu'on n'a pas vu le Rindop justement à offrir aux Camerounais à ce moindre prix-là? Est-ce qu'on n'a pas vu d'autres riz également qu'on pouvait proposer? D'où il faut se questionner sur la qualité peut-être aussi de ce produit commercialisé aux populations. Le ministre va vous dire qu'est-ce qu'il gagne en subventionnant la production du riz ou encore des produits locaux en terre camerounaise. Et comme je le précise encore, globalement, il n'y a presque jamais eu de vente promotionnelle des produits dans la société camerounaise. Tout à fait, parce que pourquoi on parle de vente promotionnelle? Pour avoir un stand là-bas, c'est lorsqu'on parle de vente promotionnelle, ça veut dire quoi? Que l'information arrive des villes jusque dans les campagnes. En effet. Vous savez que lorsque parfois on vient à Yaoundé pour vous dire que les prix des oléagineux désormais vont passer à 1100 francs CFA. Il y a des villages où l'information n'arrive pas. Donc vous allez dans certains villages, ils disent que non, nous ne sommes même pas au courant. Même au niveau du grossiste, lorsqu'on nous commercialise, c'est toujours, on prend toujours, ils nous livrent toujours cher en fait. Parce qu'à ce niveau, la responsabilité n'est même pas toujours celle de certains commerçants. Hein. À ce niveau, ce n'est pas tous les commerçants qui sont véreux. Il y a des commerçants qui vont vous dire, oui, le ministre a annoncé, mais lorsque nous allons chez le grossiste, il nous commercialise toujours cher. Le grossiste qui lui aussi dit que lorsqu'il prend à l'usine, le prix n'a pas réduit en fait. Or, il y a quand même certains produits où globalement, parfois, on se rend compte qu'à ce niveau, il y a quand même des changements. Lorsqu'on vous annonce des réductions des prix sur les sacs de ciment et autres, en fait, même si à ce niveau aussi, ça ne répond pas aux préoccupations profondes des populations camerounaises. Parce que venir réduire 100 francs, 50 francs, c'est pas sur un sac de ciment, globalement, ça n'impacte pas grand-chose sur le côté. Si vous achetez un sac de ciment à 450 francs, combien vous dit qu'on a réduit 50 francs CFA? Est-ce que fondamentalement, on a vraiment fait quelque chose? Que le ministre vient dire que si vous achetez un sac de ciment à 450 francs CFA, par exemple, à 4550 francs CFA,
et qu'on vienne par exemple réduire 1000 francs dessus, c'est salutaire, c'est quelque chose d'important. Avec 1000 francs CFA, un Camerounais peut acheter le sel, le cube et autres même pour laisser à la maison. Mais lorsqu'on vient vous dire qu'on a réduit 50 francs CFA, qu'est-ce que ça impacte concrètement en fait? Donc c'est ça le véritable souci. Ce qui est en train de se passer, c'est des mascarades où le ministère du Commerce organise avec ses petits copains et autres en fait, qui en fait viennent exposer ces produits pour vendre moins cher aux populations camerounaises. Maintenant, le gouvernement récupère donc ça pour dire qu'on a organisé une vente promotionnelle. Il y a des entreprises au Cameroun, des entreprises brassicoles qui ont même dit qu'ils peuvent commercialiser leurs bières à 500 francs CFA. Il y a eu ça au Cameroun. Toute une entreprise de brassicole qui avait dit au gouvernement camerounais que je peux commercialiser ma bière même à 500 francs CFA. Mais le gouvernement camerounais a donc vu que ça va impacter sur leurs bénéfices et autres en fait. Vous expliquez même ça comment que dans un pays qui veut se développer, que les entreprises brassicoles soient au cœur des entreprises qui reversent beaucoup plus de recettes au gouvernement camerounais. Ça veut dire que c'est un échec. On peut dire que pour le lancement officiel de la campagne cacaoyère, il sera du côté de la localité de Mfou. On appelle ces cacaoculteurs et autres. Le ministre est là. Il vient dire que le prix sera à 4500 francs ou encore à 5000. On commercialise au cours de cette campagne cacaoyère ou encore au cours de ces ventes groupées. Et quand il s'en va, ça change. Mais quand il s'en va, ça change. Et ça reste même que là-bas en fou. Ça ne va pas à Konor, ça ne va pas du côté de Douala, ça ne va pas du côté de Dongamantum, ça ne va pas du côté de Kumba également. Mais sauf que lorsque le ministre vient vous dire que c'est une réalité, ce n'est pas trop différent du discours du chef de l'État qui nous dit que chaque jour qui passe au Cameroun, l'industrialisation devient une réalité. Quand vous faites le tronçon à Ala pour Colbison, il y a combien d'industries que vous voyez? Il dit que vous apercevez. Parce que le développement du Cameroun, on trompe trop les Camerounais avec les mots techniques et autres. Quand vous faites Ala pour Colbison, vous voyez combien d'industries? Parce qu'on n'a pas besoin de vous dire, les industries c'est facile. Un peu comme ailleurs, quand ils marchent, ils disent que telle usine c'est dans tel quartier et autre en fait. Quand vous faites Ala pour Colbison, vous voyez combien d'industries? Quand vous faites Barrière pour Bankomo, vous apercevez combien d'industries quand vous marchez? Parce que la réalité c'est que c'est évident en fait. C'est que lorsqu'un Camerounais se promène à Yaoundé, donc on n'a même pas besoin de lui dire, exactement, il voit telle usine, usine de ceci, usine de riz et autres en fait. Mais qu'on laisse le peuple camerounais se reposer tranquille. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les conséquences avec cette mascarade. Comment vous pouvez rester debout de 4 heures ou encore de 3 heures jusqu'à 12 heures parce que vous voulez acheter 1 kg de riz, un sac de 50 kg à 15 000 francs CFA. Donc, ça comme réduit le peuple camerounais. Il y a des Camerounais qui, depuis lundi, ne vaquent plus paisiblement à leurs occupations quotidiennes. Parce que ça crée le désordre. Et c'est encore à ce niveau qu'on interpelle également le ministère de l'administration territoriale. Parce que c'est lui qui devrait être là pour mettre la sécurité à ce niveau, pour permettre aux populations camerounaises de ne pas subir les conséquences de ces affaires. On ne voit aucune force de maintien de l'ordre. Vous voyez, regardez, on dirait que c'est le pèlerinage à la Mecque. Non, c'est ça le comble en fait. On dirait que nous sommes dans un pèlerinage à la Mecque. Donc c'est avec ça qu'on veut réduire le peuple camerounais. Donc le peuple camerounais est réduit à s'aligner, à acheter 50 kg de riz à 15 000 francs CFA. Il y a une meilleure coloration à ces images. Moi, je dirais c'est pas normal. On traverse le désert. C'est comme si on traverse le Sahara. Regardez l'image qu'on renvoie au monde en 2025. C'est choquant. En plein centre-ville d'une capitale, la capitale politique du Cameroun, nous sommes à la pôle centrale où la plupart des investisseurs, où la plupart des étrangers transitent pour arriver dans la ville de Yaoundé. Donc c'est ce message que les membres du gouvernement veulent transmettre au monde entier pour dire que la vente du riz au Cameroun, c'est une réalité, c'est une bonne réduction. C'est alarmant en fait, les conséquences sont graves. Les conséquences sont très graves. Il va amener cette file d'attente. Julio Arceldior inquiète visiblement. Ça frise du mépris justement de ce gouvernement à l'endroit de ses populations pour aller à l'international. Situé en plein cœur de la ville d'Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, le centre de formation Together Weekend vous offre l'opportunité de vous faire former gratuitement dans les métiers des technologies de l'information et de la communication, à savoir bureautique, infographie,
e-commerce, montage vidéo, maintenance informatique, mindset, réarmement moral et coaching. Dans de l'honorable François Biba, président de l'association éponyme, ce centre dispose d'équipements à la pointe de la technologie qui vous garantissent des formations compétitives et adaptées aux exigences de la modernité. Population d'Edea, de Tizangé, de Puma, de la Tibamba, de Masok Sonloulou, de Mwanko, de Ndom, de Ngambé et de Ngouay Masok, n'hésitez pas à saisir cette belle opportunité qui s'offre à vous. Pour bénéficier dès aujourd'hui de ces formations, une seule adresse, le centre de formation gratuit au métier des TIC Together Weekend pour un développement inclusif et un avenir radieux. Infoline 697 95 61 91 682 18 41 01 696 12 59 82. Together Weekend, Charity and Love. Au moment où la formation professionnelle devient de plus en plus une évidence au Cameroun et en Afrique, il existe de nos jours une plénitude de En soirée, des hommes armés qui ont attaqué visiblement la présidence du côté de N'Djena, c'est la capitale du Tchad. Sauf que les autorités nous disent que la situation ou alors a été maîtrisée, rien n'a été tout simplement détruite. De toutes les façons, de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement hier, alors qu'on s'est questionné finalement si l'armée tchadienne, si l'État du Tchad avait justement les moyens de sa politique. Julio qui est resté assez lucide à ce niveau en disant ils sont capables de faire l'affaire, et on a vu effectivement l'armée tchadienne hier neutraliser certains hommes. Malheureusement, on ne vous permettra pas de regarder ces images assez choquantes. Julio Arcel Job, c'est l'actualité qui prévaut à l'international. Un tour dans le monde avec vous. Tout à fait, Romaric. Il faut préciser que la série sur le Tchad n'était pas prévue, mais le contexte oblige. Hier, il y a eu une tentative de déstabilisation de l'État tchadien. Tout à fait. Des cours de tirs de feu entendus à la fois à l'intérieur de la résidence et à l'extérieur, des coups de feu militaires et civils rapidement maîtrisés. Il faut dire que le bilan fait état de 19 morts, dont 18 côté assaillants et certainement un côté des forces de l'ordre. La situation est revenue au calme, mais tout de suite, avant même que ce fût le cas, des ministres sont rapidement sortis pour apporter le soutien au président Mahamat Idriss Déby Itno, entre autres le ministre de l'Habitat, le ministre des Finances, et surtout l'emblématique ministre des Affaires étrangères qui s'est adressé au peuple tchadien, arme à la ceinture romarique dans cet autre numéro d'un tour dans le monde. Nous nous intéressons au Tchad, d'ailleurs l'actualité mérite qu'on s'y attarde un tout petit peu. Et cet homme à la ceinture, certainement, on le verra tout à l'heure s'exprimer sur nos antennes, le ministre des Affaires étrangères tchadien, alors que Tchad 24 évoque des opérations sécuritaires contre, et pas les terroristes de Boko Haram qui ont été visiblement maîtrisés par l'armée tchadienne. Hier, on se questionnait sur cette table si le Tchad avait les moyens de sa politique. Je le disais encore, Julio qui a répondu mordicus, oui, ils peuvent justement faire l'affaire. Il y a que hier, ces groupes justement armés ont attaqué la présidence. Finalement, on se demande pourquoi une attaque comme celle-là, à quelques jours seulement après la décision du Tchad, celle qui visait à éradiquer, à permettre aux troupes françaises justement de libérer le territoire. Qu'est-ce qui se cache derrière une telle attaque, Yvan Méni? Justement, le Tchad reste debout, mais vous savez que depuis le départ de Idriss Déby Père, qui a été succédé par son fils, il y a toujours des violences au quotidien du côté du Tchad. La calmie n'est pas encore arrivée à ce niveau. Vous avez vu que même récemment avec les élections législatives et même les élections locales, il y a eu beaucoup de désordre, beaucoup de tensions également dans le pays. Donc de manière globale, la paix n'est pas encore effective dans tout le Tchad depuis le départ de Idriss Déby. Mais il faut également savoir que ce qui s'est également passé hier du côté de la présidence du Tchad, avec la sortie des différentes autorités administratives, même gouvernementales du Tchad, c'est clair, c'est une attaque qui n'est pas perpétrée par Boko Haram, parce que Boko Haram, c'est vraiment des groupes armés et autres en fait. Ils disent que ceux qui ont eu attaqué la présidence n'avaient pas les armes sophistiquées, comme par exemple lors des attaques avec Boko Haram. Donc en fait, le pays reste debout. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de conséquences graves du côté
du gouvernement de l'armée tchadienne, et du côté des assaillants, les conséquences sont assez importantes. Donc, c'est des désordres qui peuvent arriver à bon nombre. Julien nous a donné les chiffres tout à l'heure. On parle de 19 morts et donc 18 à côté justement assaillants. Certainement, le 19e serait... Tout à fait. Justement, et c'est vrai aussi que... Et c'est vrai aussi que c'est un désordre aussi qui arrive au lendemain du référendum qui a permis à ce qu'on appelle désormais le chef de l'État, Maréchal. Il y en a qui est tôt, qu'il n'a même pas encore 50 ans et autres en fait, et on décide aussi de l'appeler Maréchal et autres. Il y a des Tchadiens quand même qui ne sont pas très d'accord avec cette décision qui a été impulsée par le pouvoir qui dirige le Tchad depuis le départ d'Idriss Déby. Il y en a qui estiment qu'il est trop juste qu'on l'appelle Maréchal. C'est une décision qui a un rapport avec ce... Bien sûr, il y en a qui estiment que ça s'est fait avec à la France pour montrer clairement que lui, il peut se défendre. Donc c'est une possibilité que, ce ne serait pas la première fois d'ailleurs, il y a que ça fait partie des outils de gestion d'un pays. Cette façon d'activer de temps en temps une petite tension, un semblant d'incident pour le maîtriser ensuite, un peu comme un pompier qui met le feu et il vient l'éteindre. Voilà. Donc c'est une petite partie des analystes politiques qui pensent que c'est une thèse plausible. Maintenant, il y a également à côté que ça pourrait, c'est d'ailleurs l'hypothèse la plus plausible actuellement, être une véritable attaque, une tentative de déstabilisation liée au fait toujours que les positions récentes de Mahamat Idriss Déby Itno ne soient pas les meilleures pour les colons. Je vous ai parlé sur ce plateau hier d'un Mahamat Idriss Déby Itno qui avait pris la parole en visite sur le terrain et il visitait l'usine qui est censée fournir de l'électricité au Tchad, qui s'est rendu compte, par rapport au rapport qu'il avait reçu, que ce qui est fait n'est absolument même pas au 20%. Et ayant piqué une colère, il a même interpellé ses ministres en direct avec lui, leur disant « Sortez des bureaux et allez sur le terrain, faites-moi des rapports de terrain et non des rapports de bureau. Cessez d'aller tout le temps en Europe, dans les colloques et autres, où vous dépensez de l'argent, alors cet argent peut servir à bitumer cette route que nous avons parcourue pendant près d'une heure, alors qu'en principe, ça était arrangé et nous aurait pris 15 minutes. On a vu Mahamat Idriss Déby Itno dans cette posture-là. On l'a vu répondre à la France il y a quelques jours, disant qu'il estime que le président français avait méprisé et les Africains et l'Afrique. Tout à fait. Alors, quand on imagine, enfin du moins nous qui soupçonnions autrefois qu'il avait peut-être profité du vide constitutionnel qui existait au Tchad, où en l'absence du tel président de l'Assemblée nationale du Sénat, un général pouvait naturellement se positionner disant que lui prend le pouvoir. Nous qui pensions que la France avait positionné, et si jamais c'était vrai, il est clair qu'aujourd'hui, lui qui se dresse contre ses maîtres, il y a de fortes chances que les maîtres tentent quelque chose pour s'en débarrasser. En effet. C'est l'hypothèse. Donc nous pensons, nous, analystes, que Mahamat Idriss Déby Itno paye le prix peut-être de son audace. Alors, il est en train de faire preuve de beaucoup d'audace. Il pourrait en payer le prix. Donc c'est beaucoup de thèses qui s'affrontent ici et là, mais la plus plausible est que c'était véritablement une vraie tentative de déstabilisation et que le Tchad s'est rapidement mobilisé. Vous savez d'ailleurs que rapidement autour de la résidence, il a été déployé de dizaines de soldats, d'énormes tanks, des chars de guerre pour maîtriser l'assaillant. Je vous permets, on va regarder cette courte vidéo justement qui visait encore à rassurer non seulement l'opinion publique, mais principalement les populations tchadiennes de ce que la situation qui s'est justement passée hier à la présidence tchadienne a été tout simplement maîtrisée par les groupes armés présents sur le terrain. On va donc écouter cette légère vidéo. On revient juste derrière pour continuer avec l'analyse de cette actualité. Nous ne pouvons rien vous dire pour l'instant, mais la situation est totalement sous contrôle. Nous attendons la venue du procureur de la République pour vous montrer la réalité de ce qui s'est passé. Mais d'ores et déjà, je voudrais rassurer l'ensemble des Tchadiens. Je suis actuellement à la présidence de la République où la situation est totalement maîtrisée. Il n'y a aucune crainte, il n'y a rien de grave. Et nous ne pouvons rien vous dire pour l'instant, mais la situation est totalement sous contrôle. Nous attendons la venue du procureur de la République pour vous montrer la réalité de ce qui s'est passé. Mais d'ores et déjà, je voudrais rassurer l'ensemble des Tchadiens que la situation est sous contrôle. C'est un petit incident qui s'est passé et je reviendrai longuement tout au long de la soirée pour vous dire ce qui s'est passé. Je suis actuellement à la présidence de la République. Comme vous voyez, il n'y a absolument rien. Tout est calme. Je veux que vous soyez rassurés. On est là
et nous défendrons notre pays au prix de notre sang. Soyez calmes, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Nous sommes tous mobilisés, les forces de défense et de sécurité sont mobilisées et tout a été éradiqué, toute cette tentative de déstabilisation a été éradiquée. Soyez à l'écoute, restez fermes et je reviendrai pour vous donner plus de détails. Vas-y, en arabe. Je suis entouré de Voilà, c'est donc Mohamed Aziz Saleh, le ministre donc, des Affaires étrangères, Yvan Ameni. Dans son discours, on ressent une certaine assurance. Il n'y a que finalement le Tchad a l'impression que les choses comme celle-là devraient à la réalité se passer et ils sont visiblement prêts. Ça, c'est s'il faut vraiment entrer dans le fond du discours de l'homme, Yvan Ameni. Justement, si on s'en tient vraiment à ce qui est expliqué par le ministre des Affaires étrangères, on peut se dire sans embâche qu'en fait la situation est sous contrôle du côté du Tchad et on voit la mobilisation des forces de maintien de l'ordre du côté de la présidence de ce pays ami et frère avec le Cameroun. Donc on peut se dire qu'en fait la situation est sous contrôle. Maintenant on attend la suite le soir pour qu'il nous explique exactement ce qui s'est passé, d'où est partie également la provenance même de ce désordre-là également. Pourquoi ça arrive également dans ce contexte. En plus, nous sommes en début d'année. C'est normal que ça crée également une confusion au niveau des populations. Parce que vous savez, en début d'année, on a besoin de beaucoup plus de sérénité, de calme et autres. Mais qu'il y ait un tel désordre en début d'année, c'est normal que ça crée un peu de l'inquiétude dans le quotidien de ces populations tchadiennes. Jules Arcel Job, finalement, vous voulez réagir à ce qu'ils font? Non, peut-être d'abord un petit peu sur ce que vous avez dit. Vous parliez de Saleh, c'est Abderrahmane Koulamala qui est plutôt ministre des Affaires étrangères. Saleh, je pense qu'il doit être ministre du Travail, si je ne me trompe pas. Je voulais apporter cette petite précision. Aziz Mohamed Saleh, ouais. Ministre du Travail? Oui, je pense que celui-ci, c'est Koulamala. D'accord, je me ravisse. Ouais. Alors, allez-y, vous voulez réagir à... Yvan donne des points de vue assez lucides, encore que sur la situation du Tchad, le Tchad voisin proche de nous. Je ne réagirai pas forcément à ce que Yvan dirait, peut-être pour apporter quelques précisions, parce que je voulais aller dans son sens quand il disait qu'il faudrait qu'on ait une situation beaucoup plus claire. Il a raison, il se trouve qu'il y avait 24 assaillants, on a la situation que de 18. Que sont devenus les 6 autres? Sont-ils partis? Sont-ils aux arrêts? C'est des informations qu'il faudra bien qu'on mette à notre disposition. Et justement, le ministre, tout à l'heure, des Affaires étrangères, a dit attendre l'arrivée du procureur pour nous donner justement, c'est tout ça qui... Ouais. Tout à fait. Alors, s'il faut quand même faire une certaine, je veux dire, si on peut convoquer la situation camerounaise au regard de ce qui se passe au Tchad, est-ce qu'il peut avoir des implications quand on reconnaît quand même que la zone frontalière, je veux parler de cette libre-échange des biens et même des personnes entre le Tchad et le Cameroun. Alors, est-ce qu'on peut tout de suite s'attendre à une implication plutôt négative? Le Cameroun, oui, enfin, vous voulez dire des répercussions de notre côté. Voilà, je pensais que vous parliez plutôt d'une implication camerounaise au Tchad. Non, je vous dirais que le Cameroun a une politique, et là-dessus, il faut reconnaître cela, Paul Biya. Il a su la respecter pendant toutes ces dernières années. Oui. Paul Biya ne s'ingère pas dans les affaires des États. Paul Biya n'a pas participé à une seule déstabilisation en Afrique centrale. Pourtant, il en a les moyens. Tout à fait. Paul Biya peut faire élever n'importe quel président en Afrique centrale s'il le souhaite. Et comment vous justifiez ça? Parce qu'il est le mec qui détient les clés de l'Afrique centrale. C'est le pilier, c'est la plaque angulaire, c'est le point culminant. Je vous dis que le Cameroun est seulement ce qu'il veut être. Paul Biya peut faire et défaire n'importe quel pays, n'importe quel président en Afrique centrale. Paul Biya aurait pu s'opposer, par exemple, à la prise de pouvoir de Clotaire Oligui-Nguema. Il aurait pu, qu'il aurait réussi. Paul Biya aurait pu refuser Mahamat Idriss Déby. Non. Paul Biya aurait pu refuser Ali Bongo. Je vous fais remarquer, quand ces gens-là arrivent au pouvoir, la première des choses qu'ils font, ils se courent pour venir rapidement prendre la légitimité sur Paul Biya. Et parfois, il est même un peu en attente. Regardez comment il a fait attendre Oligui Nguema. Tout à fait. Il a fait attendre jusqu'à ce qu'il finisse par accepter de le recevoir. Il aurait pu s'y opposer que peut-être que ça aurait fonctionné. Paul Biya, ça, il faut lui reconnaître également cette casquette-là. Il n'est pas de ceux qui participent à la déstabilisation des États voisins. Il peut, s'il le souhaite, déstabiliser un État comme la Centrafrique, autant d'années qu'il le souhaite. Paul Biya peut maintenir la Centrafrique dans le chaos, s'il le souhaite. Il peut mettre qui il veut en Centrafrique comme président. Alors, la question pour répondre à la question maintenant, pour voir des implications côté des répercussions côté Cameroun, non, il n'y a pas de grande chance qu'il y ait des répercussions côté Cameroun. Parce que le Tchad a ceci de particulier, et c'est d'ailleurs son malheur, c'est que sa capitale politique est à la porte d'entrée de son pays. Et la même capitale politique est frontalière
à une capitale très lointaine, à une ville lointaine de la capitale politique du Cameroun, qui est Maroua. Ce qu'il essaie d'expliquer ici, c'est que le Tchad a tout intérêt à sécuriser la zone. En sécurisant la zone, donc en sécurisant les océans, il n'y a pas de chance qu'il se retrouve au Cameroun. Les pays qui pourraient être affectés immédiatement ou dans l'immédiat, c'est le Niger, c'est le Nigeria. Il n'y a pas de chance que ça se répète. Je vous dis que la particularité du Cameroun ou du Tchad, c'est que N'Djamena est à l'entrée du pays et c'est la capitale politique. Or, N'Djamena est frontalier ou frontalière en tant que ville avec le Cameroun. Donc, un ennemi qui part de N'Djamena ne peut pas se réfugier en Maroua. Ce n'est pas possible. Le Tchad a donc intérêt à le repousser ailleurs, beaucoup plus loin. Au sujet de la circulation des biens, ces échanges commerciaux. Il est clair qu'à chaque fois qu'il y a une guerre ou un conflit armé ou une tension armée, il y a perturbation sur le trafic. Mais soyons également honnêtes envers nous-mêmes. Le Tchad a tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas de perturbation. Nous fournissons, nous livrons, nous accompagnons, nous transitons pour le Tchad. Donc, c'est au Tchad de s'assurer naturellement que cela n'arrive pas. Et le Tchad fera tout pour que ça n'arrive jamais. Si la situation, je veux dire, les transactions sont perturbées entre le Tchad et nous actuellement, croyez-moi, le Tchad a plus à perdre que le Cameroun. Et donc, il fera tout pour que ça n'arrive pas. Yvan Meni, peut-être un dernier mot à coller relativement à cette actualité avant de sortir. Justement, il faut également savoir que lorsqu'un pays voisin est affecté, on doit plutôt se soutenir mutuellement pour davantage assister nos différents confrères, nos différents amis et frères du Tchad, parce que vous savez, sur le plan diplomatique, le Cameroun et le Tchad sont des relations qui datent sauf que pour l'heure, les pays membres justement de la FMM sont en étude du dossier déposé par le Tchad, la volonté de se retirer de la force multinationale mixte. Vous pensez que sur ce plan, il y a une volonté pour le Cameroun d'apporter son assistance? Non, en fait, le fait de mettre sur la table la question de la force multinationale mixte, ça n'a rien à voir avec la diplomatie camerounaise et tchadienne. Le Cameroun et le Tchad n'ont jamais de problème, ils n'auront jamais de difficultés, puisque nous collaborons sur bon nombre de points. Il y a tellement de Tchadiens qui séjournent en terre camerounaise depuis fort longtemps. Il y a tellement de Camerounais aussi qui travaillent du côté du Tchad. Et vous savez qu'il y a une ville au Tchad où la majorité de la population est camerounaise, à Abéché. Lorsque vous êtes à Abéché, vraiment, vous avez tendance à croire que vous êtes à Maroua, en fait. Donc, c'est un secteur où les Camerounais... Je ne connais pas Abéché. Je ne connais pas Abéché. Oui, Abéché, c'est une ville tchadienne où la majorité... Pas de la connaissance personnelle. Je n'ai jamais été à Abéché. Il faut y aller. Il y a beaucoup... Il faut y aller. Il y a beaucoup de Camerounais qui séjournent de ce côté-là. Donc, vous savez, les Camerounais vivent un peu de partout, en fait. Donc, c'est aussi également un moment aussi de souhaiter beaucoup de courage à nos frères camerounais qui vivent du côté du Tchad. La situation est sous contrôle. Il faut vaquer paisiblement à vos occupations quotidiennes. Il faudrait également que le dispositif sécuritaire soit davantage renforcé au niveau des écoles, des marchés, des églises, des lieux de grand rassemblement pour permettre à ces populations-là de vaquer paisiblement à leurs occupations quotidiennes en ce début d'année 2025. On a vu le ministre des Affaires étrangères avec une arme accrochée à la ceinture. Mais il y a quand même qu'au Tchad, la situation était très particulière il y a quelques années. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Lorsque vous alliez par exemple acheter un fruit, tomate, vous voyez une jeune dame avec de l'arme sur le comptoir. C'est pour ça qu'on dit souvent que le Tchad est plus une guérilla qu'une armée. Les Tchadiens sont formés pour combattre. Ah bon? Ça, c'est une réalité et elle ne vous échappe pas certainement. Il vous souvient également qu'au Tchad, il y a une particularité dans l'armée. Généralement, des enfants qui vont dans des boutiques acheter des balles blanches, des balles, et puis chargent dans des armes. Il arrive même. Le Tchad, c'est véritablement un pays au bord des nerfs, j'ai envie de le dire ainsi. Au bout des nerfs. Regardez, ce qui se passe, c'est qu'il y a des moments où, même sur les contrôles à l'entrée à la frontière, ils marchent en binôme. Tout à fait. Les Tchadiens ne comprennent pas le français. Toujours en binôme. C'est ce qu'on ne dit pas. Il y a des Tchadiens qui ne s'expriment pas, ils ne comprennent même pas un mot en français. Et donc, on est obligé d'associer à ce monsieur-là un autre qui peut quand même s'exprimer en français au cas où vous étiez par inadvertance en train d'uriner quelque part et que l'autre ne vous fusille pas tout de suite. Il faut bien qu'il puisse vous expliquer qu'en fait j'étais en train d'uriner et qu'il comprenne ça. C'est pour ça. Il faut être traducteur. Ça a l'air d'une blague, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est une Ils sont en binôme. Dans le binôme, il y a celui qui ne comprend pas, c'est le chef, c'est lui qui décide. Même s'il n'a pas de galon, c'est lui qui décide. Celui qui est en binôme, parfois plus gradé même, n'est qu'un traducteur.
Parce qu'on les qualifie de pacifistes, quoi. Vous voyez, ils sont pacifistes. Le Tchadien est formé pour tuer, pour tirer. C'est incroyable. Oui, c'est ça la réalité, malheureusement. Et donc, à la frontière, vous pouvez être en train de vous mettre à l'aise. Que si vous n'avez pas la chance d'avoir quelqu'un qui comprend ce que vous allez lui expliquer, que l'autre vous fusille rapidement. Ça, c'est des cas qui existent. Donc, quand vous dites qu'il y a une époque où les gens allaient prendre facilement l'autre, oui, ça c'est le Tchad. Ça, c'est le Tchad. C'est le Tchad. Et vous savez également, comme ça se dit assez régulièrement, que le Tchad a une particularité, c'est que vous ne pouvez pas arriver au Tchad, vous faites ce que vous faites ici au Cameroun, vous commandez une 33, 2, 33, 3, 33, par rapport à non, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Ça ne se passe pas comme ça. Même le fait d'uriner là où vous voulez. Sans publicité, vous commandez une bière, deux bières, trois bières, pourquoi? Par rapport à quoi? Là, vous ne pouvez pas. Voilà, vous ne pouvez pas choisir où vous uriner au Tchad. Vous ne pouvez pas uriner. Et vous pouvez être en train d'uriner, on vous abat. Ouais. C'est assez particulier de ce côté, Julien. Donc c'est un pays assez compliqué, mais formé vraiment pour la guerre. C'est une guerrière. Revenons justement derrière, Julien Arcel, pour parler de l'actualité autour de ce palais des Verts, l'Assemblée nationale qui a été inaugurée il y a quelques temps seulement. Il y a que désormais, il porte le nom de Paul Biya. La décision a été prise au cours d'une importante assemblée ou réunion de bureau au sein de l'Assemblée nationale. Le très honorable Kavaï Yégué Dibril qui a donc rendu public ce commis, signé justement, daté il y a quelques jours seulement. Désormais, l'Assemblée nationale, le nouveau palais, est baptisé Paul Biya. Pour quel intérêt? On n'a pas juste derrière la transition. Nous sommes au plateau. L'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, pour moi, le nouveau palais baptisé Paul Biya, c'est une dénomination qui énerve plusieurs Camerounais. Il y a que la Chère TV, justement, la chaîne nationale, a certainement rendu public ce communiqué. Ils sont revenus pour dire que c'est un fake. De toutes les façons, nous, on reste sur les faits. Le communiqué a été signé du très honorable Kavaï Yégué Dibril, disant effectivement que désormais, l'Assemblée nationale porte le nom Paul Biya. Nous, sur le plateau, on souhaite finalement comprendre, Julio Arcel Diop, d'abord avec vous. Il y a qu'avec Bertrand Bika, on parlait justement de cet individu qui était allé mictionner sur le portail d'entrée, n'est-ce pas, de cette Assemblée nationale pour questionner l'incivisme notoire qui semble encore habiter le corps de certains Camerounais. Mais pour l'heure, on se pose la question, est-ce qu'il y a une véritable démocratie dans le cadre de ce baptême? On baptise une Assemblée nationale, là où les députés élus de la nation appartenant à plusieurs chapelles politiques vont discuter des affaires pertinentes pour le quotidien des Camerounais. Mais on prend une Assemblée nationale comme celle-là et on la baptise Paul Biya. Julio Arcel Diop. Premièrement, vous avez... Ne vous énervez pas. Non, je ne m'énerve pas. Voilà, cette partie me fait plutôt rire. C'est une pièce de théâtre, toute assemblée dans les laboratoires. Tout un édifice de qualité comme celui-là. Dans les décide de donner cela au J'ai lu quelque part hier qu'apparemment il se serait ravisé en disant que c'était un fake. Mais le projet, la signature, le texte, lui, il est vrai. Oui. On va nous trouver ce texte-là. Voilà. Il est juste que, ça il faut le savoir, cette réunion de bureau n'a jamais eu lieu. D'accord. Ou du moins, elle a eu lieu avec des membres absents. Je sais de quoi je parle, je peux le prouver. Il y a également qu'ils projettent une réunion dans les jours qui arrivent où ils vont convoquer tous les membres du bureau pour légitimer finalement cette forfaiture. Il y a une forte chance qu'ils aient fait justement. Donc le communiqué était déjà apprêté. Déjà apprêté, déjà publié même. Mais connaissant certains membres même de propre bureau qui auraient pu leur dire, vous dites que le bureau a participé, moi je n'ai pas participé à cette histoire-là, deux, trois personnes auraient dit ça et puis ça aurait créé un autre remue-ménage. Donc il est prévu, je crois, si nos sources sont très bonnes, une réunion samedi du bureau de l'Assemblée nationale pour finalement entériner... samedi, c'est-à-dire après-demain. Oui, c'est communiqué. La conférence des présidents, la réunion du bureau de l'Assemblée nationale serait projetée pour samedi dans 2 jours pour adopter ça de manière, j'ai envie de dire, légale. Parce que le forcing qu'ils ont essayé de faire là, c'est juste parfois pour plaire à Paul Biya et autres. Est-ce que Paul Biya demande même ça? Première chose, je m'interroge. Deuxième chose, en même temps, quand on a l'âge de Kavaï, son vécu et tout ça, on
on ne pense pas différemment de ça. Hein. On est convaincu que là, on est dans le bon, le droit chemin. Il est sûr que l'acte qu'il a posé là, magnifique. Il en est sûr à 100%. Donc, enfin, nous sommes même parfois trop rigoureux. Je vous assure que si vous faites un tour dans la tête de Cavaille, il est sûr que ça, il n'est pas possible d'avoir un meilleur acte en 2025. C'est-à-dire, compatriote, quoi. Et vous allez voir qu'il est convaincu même de la portée d'une telle... Un pouvoir exécutif a étudié qui est son siège avec les ministères qui l'accompagnent. Le législatif a son palais des Verts, qui est naturellement en Guayaquil. Mais on vous dit qu'on a baptisé le palais des Verts par le nom de celui qui commande l'exécutif. Une façon de nous dire qu'il n'y a même pas de législatif dans ce pays. En fait, c'est le patron de tout. Mais je dis simplement qu'il leur a échappé un petit détail. Pour que ce soit beaucoup plus clair pour tout le monde, beaucoup plus attrayant. Qu'on nous dise palais des Verts, 5 Paul Biya, peut-être, ouais, là c'est magnifique. Ouais, qu'on ajoute même 5 là-dessus. Au moins ils ont compris une chose. Aujourd'hui on baptise ce qui est arrivé à son terme. On baptise ce qui a abouti. Je vous rappelle quand même qu'il y a quelques temps, avant même l'aboutissement d'un complexe, on avait donné ça à Paul Biya. Paul Biya, tout à fait. Comme ça n'a pas abouti, il a dit enlever mon nom là-dessus. Enlever ça vite. Au moins ils ont retenu la leçon cette fois. C'est que quand c'est fini, qu'on baptise. Donc c'est déjà quelque chose. Les Chinois ont fait leur truc, ils ont fini, ils ont achevé. Vous venez me l'en donner, non. C'est différent. Mais c'est que nous n'en voulons pas à Cavaille. Je ne suis pas sûr qu'il est capable de réfléchir mieux que ce qu'il a fait. Donc, considérons que c'est normal, c'est vraiment à la limite de sa réflexion. Quoi. Et puis acceptons-le comme ça. Suggérons-lui juste d'ajouter 5 devant Paul Biya. Je voulais vous relancer avec une autre question, mais peut-être je reviendrai avec la même question, mais permettez à Ivan Mini de réagir. Si finalement, il y a adoption de ce communiqué qui aurait fuité, ça vraiment, mettons cela sur ce prisme-là, voilà, tout à fait, qui aurait fuité, Ivan Mini, si finalement il y a adoption d'un tel communiqué, est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de personnalisation du pouvoir, comme Julio Arcel le disait tout à l'heure, il y a que le législatif, justement, est séparé de l'exécutif, mais le législatif veut plaire à l'exécutif en donnant tout simplement le nom du chef de l'État au palais des Verts, là où sont supposés siéger les députés élus de la nation. Justement, c'est vrai que même si plus tard ce texte est adopté, ça ne va pas surprendre bon nombre de Camerounais parce que nous sommes quand même dans un pays où il y a des ministres, il y a des membres du gouvernement, il y a des députés même, que lorsque vous leur posez certaines questions, dans leur discours, ils prononcent le nom de Paul Biya au moins 50 fois. Pour le remercier. Oui, donc vous savez, il débute toujours. Vraiment, merci au chef de l'État d'avoir permis à ce que cet événement ait lieu. L'événement dont vous êtes en train d'assister, c'est une continuité de l'œuvre du chef de l'État. Donc, le nom chef de l'État, Paul Biya, c'est au moins 50 fois dans le discours gouvernemental, dans le discours également de certains députés. Et il y en a même qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, ils oublient même leur rôle en fait. Lorsque vous êtes député, vous perdez l'appartenance au parti politique. Hein. C'est quelque chose que bon nombre de Camerounais ne le savent pas. Lorsqu'on est député, on perd son appartenance au parti politique. Autrement dit, en tant que citoyen camerounais, si j'ai un problème aujourd'hui et que je sollicite l'aide d'un député, je suis libre d'aller voir un député du RDPC, du PCRN, parce que là-bas, il n'appartient plus à son parti politique. Il est un député de la nation. Il est un député des populations camerounaises. Mais on assiste à quoi? Député SDF, député autre chose. Je vous avoue que je ne comprends pas bien là où vous voulez nous Pour dire que c'est une sorcellerie qu'ils sont en train de vouloir faire à l'Assemblée nationale. Ça n'obéit à aucune législation, ça n'obéit à rien, c'est immoral ce qui est en train de se passer en fait. Ce n'est pas l'Assemblée nationale de Paul Biya. Donc même si on donne encore le nom à Cavaille Guédibu, c'était également une autre erreur. On doit tout simplement dire palais des Verts, ou encore l'Assemblée nationale du Cameroun tout simplement. Parce que l'Assemblée nationale ne se réfère pas à un parti politique ou encore à un individu. Parce que lorsque vous y êtes, vous n'appartenez plus à votre parti politique. C'est pourquoi on dit député de la nation. Donc lorsque vous êtes même député issu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, lorsque vous arrivez au niveau du Parlement camerounais, on retient tout simplement que vous êtes un député de la nation. On ne dit pas que vous êtes un député du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Non, chose qui est fausse. Parce que ceux qui vous ont légué le pouvoir, ce ne sont pas les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous avez des comptes à rendre à qui? Au peuple camerounais qui vous a légué ce pouvoir. Demain, si on venait pour dire Assemblée nationale Cavaille Guédibril,
ça devait également être une grosse incongruité pour tromper davantage les Camerounais. Ce message, en fait, c'est une fois de plus pour dire aux populations camerounaises, tout au long de cette année, ils vont davantage faire les événements pour mettre le nom du chef de l'État devant, pour davantage hanter l'esprit des populations camerounaises, pour vous dire qu'en fait, nous sommes déjà en campagne, on vous prépare de plus en plus. Ne soyez pas surpris, vous allez aller même parfois dans une conférence de presse qui n'a rien à y voir avec Paul Biya, mais on va mettre en thématique centrale. Paul Biya, l'homme de la situation. On fait la conférence de presse, on vous explique, Parce que tout au long de cette semaine, tous les événements que vous allez voir, ces militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ils vont davantage mettre le chef d'État au devant. Mais lorsque vous allez aller chez un ministre qui va vous inviter même à un dîner, il va vous dire que le dîner qu'on mange là, c'est comme ça, au nom du chef de l'État, et n'oubliez pas. Donc, c'est ça en fait qu'ils sont en train de créer dans l'esprit des populations camerounaises pour davantage vous dire qu'en fait, le chef de l'État, il sera candidat, nous sommes déjà en campagne et autres. C'est supposé être un pilier. Parce qu'on joue avec les textes et c'est également un message qui démontre encore à suffisance qu'au Cameroun, les pouvoirs ne sont pas globalement séparés. Julien Arsène-Diop, vous pourriez répondre à cette même question si vous voulez, mais je vous relance avec la deuxième, parce que le Palais l'évêque est supposé être un véritable pilier de la démocratie. Mais est-ce qu'il n'y a pas la volonté de ceux qui appartiennent à ce régime, je voulais dire, au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, de garder davantage à l'esprit des Camerounais l'image Paul Biya? Est-ce que ce n'est pas une volonté? Ça intervient surtout dans un contexte où ils ont essayé un ballon de galop d'essai qui s'est percé. Oui. Quand il subtilement a glissé quelques mots lors de son discours, le président Biya, sur son engagement à servir le Cameroun, que d'autres ont interprété comme une annonce assez claire de candidature à l'élection présidentielle future. Ce n'est pas le cas pour vous? Non, je veux dire, quand je dis d'autres, tu peux me mettre là-dedans. Voilà, d'accord. Ce que j'ai dit, c'est que ça, c'est des mécanismes de discours par lesquels on teste l'opinion. En effet. Et l'opinion n'a pas reçu ça favorablement. C'est déjà ce qu'il faut retenir. Donc c'est un échec. Si ça peut leur permettre de mieux se raviser, mais ils vont d'échec en échec, en train de commettre des erreurs. Il y a quelques jours, ça a été mal accueilli. Il y a maintenant un autre qui a aligné tout Yaoundé à la poste centrale pour les sacs de riz. Associé à ça, il y a un autre qui veut baptiser un palais des Verts, siège national, siège de la représentation nationale, qui n'a rien à voir avec le pouvoir exécutif. Il veut baptiser ça Palais des Verts Paul Biya. Vous voyez donc, effectivement, le désir... Il y a des vrais martyrs qui n'ont pas mérité. Tout à fait. De nous imposer de plus en plus le nom Paul Biya. C'est leur stratégie, certainement la nouvelle, qu'ils vont certainement essayer de peaufiner ou même de perfectionner. Mais elle pourrait avoir justement un revers. Vous voyez comment cette note a été moquée. Cette décision a été moquée hier quand elle est sortie. En effet. Elle a été moquée, à la limite. Tout le monde s'en moquait. Ouais. Donc, s'ils sont ravisés, je comprendrai pourquoi. Tout ce qu'ils essaient de faire ces jours-ci est moqué. Ils ne comprennent même pas. Non, il faut d'autres mécanismes. Je pense que ce que le RDPC gagnera aujourd'hui, c'est de se mettre dans la posture qu'on reconnaît. Il y a des choses que vous ne savez pas. Laissez-nous peut-être les arranger. Celle-là pourrait marcher. Mais ils veulent faire un passage en force qui ne peut plus passer. C'est-à-dire, et pour les prochaines élections, les réseaux sociaux joueront un rôle déterminant, ça c'est sûr. Justement, parce que jusqu'ici, on observe un certain silence de la part de ces hommes politiques de l'opposition qui ne se sont pas jusqu'ici exprimés relativement à ces décisions. Voyez-vous, justement, c'est que, comme je le disais, il y a un soupçon de fake, entre guillemets, sauf que c'est un vrai fake, vous voyez un peu. Un vrai. On se comprend. Qu'on a mis en fake. Histoire de mieux s'asseoir pour orienter tout ça, réorganiser tout ça. Mais ce qui est bon à savoir, Yvan l'a d'ailleurs si bien dit, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme possible par lequel on peut baptiser la maison du peuple comme celle-là par le nom du chef de l'exécutif. Ça n'a pas de sens, tout le monde le sait. Il y a tellement de possibilités de noms dans ce pays. Palais des Verts, ok, ça c'est ce à quoi on nous a habitués. La maison du peuple pourrait être une autre appellation, parce que c'est le peuple, c'est ceux qui sont là-bas représentent le peuple. Ça pourrait être des appellations aussi simples qui ne frisent pas le ridicule, qui n'encombrent pas l'esprit des Camerounais. Eux, ils pensent que c'est mettre Paul Biya dans notre esprit. Non, pas du tout. C'est encombrer nos esprits du nom Paul Biya. Et quand on est encombré,
on est mal à l'aise. On Ce qu'ils sont en train de créer, on cherche à se débarrasser. oui, Ou à s'en ce qu'ils sont en débarrasser. train de faire, justement, c'est qu'ils sont en train de créer l'encombrement dans la tête des Camerounais qui va créer le mal à l'aise, et donc le malaise, pardon, et donc tout le monde voudra s'en débarrasser. Voilà les signes évidents, ou plus qu'évidents, De la fin de règne. d'une fin de règne. Comme je vous le dis tout dans ce plateau, que ce soit par la voie naturelle ou par les urnes, ce système tire bel et bien à sa fin. Là, les gars sont en train de mettre sur pied des mécanismes de maintien, sans envisager de travailler plutôt sur la fin. Ok. Supposons même qu'ils arrivent encore à se maintenir pendant 7 ans. En 7 ans, on n'aura pas oublié ce qui s'est passé plus tôt. Donc, ces gars ne font rien pour arranger la situation de manière à vivre dans un Cameroun demain sans inquiétude. Non, absolument pas. Il faut qu'on soit capable de le dire. Ils réunissent eux-mêmes des conditions pour que, après leur magistère, ils soient traqués, malheureusement. Il faut commencer à arranger l'après-eux dès maintenant, de manière à se faire pardonner par des Camerounais. Et ils ne travaillent absolument pas dessus. Personne n'envisage la fin. Ils sont dans la continuité. Or, la fin va arriver un jour. Et cette fin-là pourrait être très triste pour tous. Peut-être d'autres envisagent quitter le pays, s'exiler, aller ici et là. Mais je dis, je maintiens, pour ce que ce régime aura fait, s'il ne ménage pas très bien sa fin, ceux qui resteront en vie seront traqués partout où ils seront. Ils réunissent eux-mêmes des conditions pour ça, malheureusement. Yvan Meni, qu'est-ce qui justifie ce silence observé non seulement dans les réseaux sociaux, les Camerounais ou même encore les acteurs politiques, comme je le disais à Julio, se prononcer sur la question? Est-ce que c'est parce qu'ils attendent de vérifier l'information, ou alors c'est simplement parce qu'ils en ont ras-le-bol, ou alors c'est simplement parce que finalement ces gens ont réussi par peindre l'image Biya dans les cerveaux et même les esprits? En fait, c'est ça le véritable souci. Certains hommes politiques, certainement, ne se sont pas encore prononcés sur le sujet parce qu'en fait, c'est encore à son début. On attend juste s'il y aura l'adoption ou non de ce texte qui n'obéit à aucune législation en vigueur au Cameroun. En ce moment, on verra certainement la sortie de certains hommes politiques. Mais il y a des Camerounais qui ont déjà commencé à réagir dans plusieurs forums WhatsApp et même sur plusieurs pages, parce qu'il y a des journalistes également qui ont eu à publier ce texte sur leur page Facebook. Et lorsque vous lisez quand même les commentaires des Camerounais, mais il y en a des Camerounais qui sont dépassés, il y a des Camerounais même qui estiment qu'en fait on va désormais arriver à un stade où vous allez même construire votre propre maison, on va vous obliger à dire maison Paul Biya. On va construire marché Paul Biya. On va construire un pont, le pont Paul Biya. On va construire un hôpital Paul Biya. On va faire un média. C'est tout ça qui de plus en plus mobilise les populations camerounaises à être dans les mois et dans la consternation en fait. Vous partez dans certains ministères, vous voyez la photo d'une même personne partout, à la salle d'attente, la même photo. Maintenant encore avec le nom encore, tous les événements et autres encore. Il n'y a aucune législation qui oblige qu'il faut mettre la photo du chef de l'État partout. Ce n'est pas écrit dans la constitution du Cameroun que dans les bureaux, il faut la photo du chef de l'État, dans les arrondissements. Qui apprend même ça aux populations camerounaises en fait? Au point où certaines personnes créent leur entreprise et à un moment donné, on pense que c'est une obligation de mettre la photo du chef de l'État à ce niveau-là en fait. Et, on prend quand même et ces photos-là même, au lieu que ces photos aussi évoluent avec le temps, on prend quand même la photo de quelqu'un qui a déjà 92 ans, on prend sa photo de quand il avait 42 ans, mettre encore. Bon, pour moi, c'est un peu inquiétant. Hein. Vous estimez qu'il faut mettre la bonne photo? Oui, il faut mettre la bonne photo. La photo de l'air. Ça évolue, non? Non, ça évolue. Plus ça avec le temps, ça évolue, non? C'est un peu comme avec le fond d'écran qu'on met parfois dans le téléphone. Ça évolue aussi. Prenez aussi sa photo actuelle et autres pour mettre. Pourquoi prendre seulement la photo de quand il avait seulement peut-être 40 ans ou 50 ans? Quelqu'un peut arriver au Cameroun et se dit qu'en fait, mais votre chef de l'État est encore jeune et autres en fait. Peut-être là quand même il y a 92 ans. Donc c'est ça le véritable souci en fait. Et en même temps, ça ne nous surprend pas aussi, hein, parce que quand vous voyez les caciques qui sont au niveau du Parlement camerounais, c'est des hommes de la trame de l'âge du chef de l'État. Donc ce n'est que normal qu'ils puissent avoir une même réflexion dans le même sillage que le chef de l'État en fait. Alors Julien Saint-Jean, est-ce que là il s'agit d'une autre dérive autoritaire? Est-ce que finalement le père donne le feu vert au fils depuis la nuit des temps en matière d'autorité,
en matière de répression et pas mal de choses encore. Est-ce qu'on peut parler de dérive autoritaire dans ce contexte-là? Dérive autoritaire, peut-être ou peut-être pas. Moi, je parlerais simplement de dérive totale. Dérive totale. Tout à fait. Je parlerais de dérive totale parce qu'effectivement, c'est une dérive. L'idée seulement qui vous traverse la tête de baptiser un palais, un siège d'Assemblée nationale. Un siège d'Assemblée nationale, par le nom de là où les affaires des populations sont censées être tout à fait. Voilà. Sont censés représenter les populations. Vous estimez qu'il faut sont censés donner faire ça parfois barrage au gouvernement que l'autre commande. C'est-à-dire le patron de l'exécutif. Vous venez baptiser votre lieu de travail. Non, je pense qu'on peut dire si ça s'est adopté, si ça s'avère vrai, on pourrait juste se dire qu'on n'en veut pas, on ne peut pas en vouloir à son auteur. Son auteur, est-ce qu'il est capable de réfléchir mieux que ça, c'est la question. Donc du coup, mettons ça sur le compte de l'ignorance totale et même de la fatigue. Parce que c'est quand même... tous les trois sont fatigués. Tout à fait, c'est quand même un monsieur qui est là très depuis... fatigué d'ailleurs. Il est quand même là depuis la première législature. En même temps, on ne peut pas l'oublier. Il est député depuis que l'Assemblée nationale existe. Il est député même au temps des assemblées... ça a eu beaucoup de transformations. Là, il était déjà député, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup servi le pays et qui est forcément fatigué aujourd'hui. Je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas lui en vouloir de ne pas réfléchir bien. Julius Sedjob, merci Yvan Ménir. En tout cas, avant de sortir, il n'y a que demain, les vœux là. Il y a les vœux qui seront sautés au Palais de l'Unité. J'ai connecté même de l'actualité. Ce qui concerne le palais, Paul Biya, son gouvernement, ça me donne les mots de tête. Vraiment, on a déboursé assez, on a débloqué. Oui, c'est souvent beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Ils sont très nombreux. Ça coûte beaucoup d'argent. Si on vous donne le prix du petit buffet pic debout que vous voyez souvent là, et vous aurez des vertiges. L'achat de toute une salle de classe. Le prix des fleurs qui décorent souvent ce palais, vous aurez des vertiges. C'est l'argent qui peut faire pendant un siècle. C'est-à-dire, vous prenez ça, vous mettez ça en double, là, nous on vit pendant 100 ans. Ah bon? Je vous dis. Vous ne serez pas là-bas demain pour adresser vos vœux les meilleurs? Déjà que je n'ai pas la carrure d'y être invité, mais j'ai côtoyé un homme il y a quelques années, en la personne de Kabara Lévi, qui n'y va jamais malgré toutes les invitations, et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. On ne mange pas avec le diable. Yvan Ménir, merci d'être passé sur ce plateau. Les vœux seront apportés au président de la République demain. Vous voulez me demander si je vais à l'objet? On a les populations camerounaises ont les problèmes plus urgents. Les populations camerounaises réfléchissent comment ils vont aller s'aligner au boulevard du 20 mai pour acheter 50 kg de riz à 15 000. Si elles vont encore au vœu, elles vont aller acheter le riz là-bas à quel niveau? C'est toute la question. Non, il faut laisser les membres du gouvernement faire leur show. Le petit show. Ils font leur show tout simplement. En gros, ça n'impacte en rien sur le quotidien des populations camerounaises. Merci d'être passé par ici, Yvan Ménir. Demain, vendredi, Julius Sedjob, nous aurons un invité de marque et même de poids. Poquet en Salmé. Il est justement le directeur du programme Paris Jeudi, ce programme qui vise à améliorer les conditions de vie de ces migrants qui sont comptés par millions dans certains pays. On aura l'occasion d'épiloguer avec lui sur cette actualité. Il y a que notre invité, justement, bref, on en parlera tout à l'heure en off. Merci. Ça se bouscule, ça se bouscule effectivement. Merci infiniment, Julius Sedjob, d'être passé également par ici. Nous rendons les prix pour demain. C'est le plaisir. Merci au moins de m'avoir donné l'opportunité un jour de plus d'exprimer le fond de ma pensée, qui n'est pas forcément la colère, le fond de ma pensée. Et voilà, je donne rendez-vous demain à ceux qui me suivent tous les jours à partir de 10h. En compagnie d'un invité de marque. Merci encore une fois de plus, Yvan Ménir. On va dire merci à Echemod Mathieu pour justement avoir permis que nous soyons regardés à la maison. Il a 8 caméras à sa portée dans ce studio, derrière la baie vitrée. Nicolas Bessolo, le patriarche, effectivement, qui assurait la diffusion juste à ses côtés. Éric Dikongué, la coordination Reine Christelle Tigniem, la supervision générale honorable François Biba. Je voudrais personnellement inviter toute la grande équipe de production à partager un petit verre d'eau tout à l'heure quelque part. On verra de quoi est-ce qu'il s'agit de toutes les façons. Mesdames, Messieurs, merci pour votre grande attention. Rendez-vous demain vendredi avec d'autres invités de marque. Le même plaisir est partagé. Tout à l'heure 12h30, le journal à mi-journée avec Alex Rodrigue Bekonoa tout de suite.